Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous recevons deux invités de marque, deux invités qui nous viennent tout droit de Paris, des Sanciens. Morgane, ça va la pêche? Ça va, merci. Et nous sommes aussi avec Maxime et Morgane. Ces deux noms sont peut-être connus. Maxime, t'as la pêche? Ah oui, nickel. Peut-être. Ils sont connus pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent à 2 MJ et c'est la thématique de ce podcast aujourd'hui, c'est la maîtrise à 2 MJ. Est-ce que c'est une pratique si courante que ça? Est-ce que voilà tout ça? Et en fait, les originaux. Voilà, est-ce que c'est ça? Et en fait, il me disait en préparation, mais nous, on a surtout préparé les 2 MJ pour Sens. Et donc, ça va parler aussi beaucoup de Sens apparemment. Donc, si vous êtes lecteur de Sens, effacez-vous devant ce podcast parce que il y aura du spoiler. Et puis, il y aura d'autant plus de spoilers que Flavie, bien entendu, est avec nous également. Flavie, ça va la pêche? Merci beaucoup pour cette introduction merveilleuse. Non, mais je rassure tout le monde, cette fois-ci, j'ai pas picolé, donc il y aura pas de spoiler normalement. Pas encore. Donc, où est la bouteille? Non. Donc, en tout cas, voilà, vous venez pour nous parler de votre méthode de maîtrise. Alors, je sais pas comment vous dites, vous déjà. Est-ce que vous dites maîtrise, est-ce que vous dites meneur, est-ce que vous dites masterisation, comme ça? Meugetage, d'accord, ok. Un peu comme le canotage, ça fait un peu, voilà, pilote. Voilà. Ouais. On a choisi nos thèmes parce qu'on fait des choses bizarres. Alors, vous avez préparé un plan. Regardes, faut que tu parles dans le micro, sinon les gens ils vont pas t'entendre. Regarde. D'accord. Unidirectionnel, tu fais l'amour au micro. Le micro. Oui. Alors, vous avez préparé un plan que vous m'avez envoyé sur forum. Je l'ai un petit peu sous les yeux. On s'y tiendra plus ou moins, on verra. Ouais. Alors, vous allez nous présenter votre petit parcours. Mais c'est très bien pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, parce que ils vont avoir l'occasion de vous entendre en tant que gros experts et fans de Sens. Il est certain que vous aurez à réintervenir sur ce podcast, au moins dans les podcasts sur Sens. Donc voilà. Alors, présentation. Alors, je sais pas qui je dois donner la parole. Morgane, tu commences. Je voulais faire une fiche de présentation en 13 faits, mais du coup, je vais pas la faire. Ah Donc, moi, je m'appelle Morgane, j'ai 26 ans, et puis ça fait quelques années maintenant que je fais du jeu de rôle. J'ai surtout commencé par le grandeur nature, voilà, et j'ai découvert Sens grâce à Maxime, et surtout grâce à Fabien Sensen, n'est-ce pas, à qui je fais un coucou au passage, et qui nous a fait découvrir le monde fabuleux du jeu de rôle indépendant. Ah, le jeu de rôle indépendant. Et oui. Le jeu de rôle qui t'a ramené au jeu de rôle, Maxime, disais-tu, en préparation du podcast. Oui, tout à fait, parce que moi, donc déjà, bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans pour faire une petite présentation rapide. Je suis brun, je ne suis pas disponible malheureusement. Ces photos seront disponibles sur le blog de... Non. Donc, pour revenir au jeu de rôle, oui, moi j'ai commencé relativement tard au final. J'ai commencé à l'âge de 17 ans, 16 ans, un truc dans le genre. Par hasard, je suis tombé dans le jeu de rôle traditionnel par les Warhammer, comme d'autres personnes, je pense. Ouais. Et après avoir fait quelques années j'ai été PJ assez peu parce que très rapidement ça m'a saoulé et j'avais envie d'être tout puissant. Donc, je suis devenu. C'est pour ça qu'il fait du sens, n'est-ce pas? Je suis devenu MJ très rapidement parce que ça me plaisait et j'ai adoré ça pendant longtemps, jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse pause de prépa déjà. Prépa qui a fait que j'ai arrêté et puis j'ai repris un petit peu parce que les potes étaient chauds. Et puis au bout d'un moment j'ai été lassé quoi. Faire des soirées bières avec les copains, lancer des dés, ça m'a saoulé. D'accord. Ça m'a saoulé. J'avais plus le même plaisir qu'au départ. C'est la bière qui te saoulait bien sûr, pas de lancer des dés. Tout à fait. Et puis du coup j'avais complètement arrêté pendant près d'un an. Alors malgré le fait que mes PJ étaient derrière à faire tu relances. Et puis un jour, comme je disais, on a rencontré Fabien par hasard, donc à Paris. Il parlait de Monostatos, il nous l'a présenté, on l'a joué et on est relativement tombé amoureux du jeu de rôle indépendant. Et de fil en aiguille, donc on a déjà de Monostatos avant le jeu de rôle indépendant, mais je pense que oui, Fabien a dû vous faire de la pub. Fabien avant Monostatos. Voilà. Et en fait, il a dû vous faire la pub, c'est ça? Les photos de Fabien seront aussi disponibles sur le blog de la cellule. Oui, voilà, en fait, il nous a parlé de Silent Drift, il nous a mis les adresses vu qu'on a pris Monostatos, et du coup, très vite, moi, je suis tombé sur Sens, il m'a dit, oui, c'est pas du tout le même genre, c'est un jeu à secret pour le coup, ça m'a intrigué, et du coup, moi, je suis allé voir directement le kit d'initiation, et du coup, évidemment, je suis tombé sur cette page réservée au MJ, tant pis pour moi, j'ai traversé le pont, je suis tombé. Tu as franchi le Rubicon. Exactement. Et à ce moment-là, en fait, les circonstances ont fait que j'étais en train de préparer un concours, donc on s'est dit, je vais pas commencer ça parce que je sens que ça va me prendre du temps. D'accord.
Voilà, et Morgane, comme je suis une vicieuse, on avait aussi découvert Sens via un retour de je ne sais plus qui sur Sens Néant surtout, qui était parfaitement élogieux et qui m'avait tapé dans l'œil. D'accord. Et du coup, j'ai fait écoutez, qu'à ça ne tienne, il ne veut pas se lancer, on va le forcer. Et donc, pour son anniversaire, je lui ai acheté le premier tome, Sens Renaissance. Et donc, j'ai été faible, mais elle a été encore plus. Oui, parce qu'en fait, quand je l'ai acheté, j'avais bien en tête de pouvoir le lire aussi en douce. D'accord. Et donc, comment ça vous est venu au final, cette idée de masteriser tous les deux ? Me dis pas que ça vient de ça quand même. Ça vient du fait que quand on l'a lu, on a vu qu'on pouvait pas jouer une fois qu'on l'a lu. Et donc on s'est dit c'est un drame. On s'est dit on vit dans 27 mètres carrés, on va pas faire quelqu'un qui fait une partie de jeu de rôle pendant que l'autre il se touche à côté. Ouais. Et que vu qu'on peut pas jouer, on s'est dit on va le faire à deux. Oh, c'est génial. Ouais. Bon, alors après, moi j'aime beaucoup tout ce qui est travail collaboratif et j'avais surtout jamais me jeter de ma vie. J'avais toujours été joueuse sur des tables, j'avais toujours une admiration sans borne pour les MJ, mais je m'étais jamais lancée. Je m'étais dit si je veux pouvoir me jeter Sens, il faut que j'ai, je sais pas, un peu d'expérience, un peu de. Et du coup, je me suis dit le faire à deux me permettra de savoir comment ça se passe. Et puis de te rassurer au final. C'est ça. C'était un peu le maître et son apprenti, quoi. Au final, ça s'est pas fini comme ça. Mais oui, au début, elle partait avec beaucoup d'a priori et du coup, on s'était défini des rôles du genre, je te rassure, je vais être le MJ principal, tu seras mon assistante, quelque chose dans le genre. Et on était content parce que dès le premier scénar, on va y revenir, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. Certains avaient pu suivre nos discussions sur les ateliers. On en avait parlé avant de le faire, en disant qu'on voulait éventuellement créer un MJ, un nombre MJ, pour que les joueurs changent de place, qu'il y ait une scénarisation. Ça n'a jamais été fait au final et c'est pas plus mal. C'est rigolo cette histoire de comment dire. Finalement, vous êtes venus à maîtriser à deux parce que vous aviez pas le choix en fait, parce que vous aviez tous les deux les secrets. Oui, parce qu'on s'est spoilé, on s'est tous spoilé. Et sinon, du coup, moi j'ai directement envie de savoir comment ça se passe autour d'une table, parce que est-ce qu'il y a les rôles de quoi, enfin. Alors ça, on avait prévu d'y venir plus tard. On voulait d'abord parler de ce qui se passe avant la partie. On peut le faire dans l'autre sens si on veut. Il y a un truc où dans ton plan, t'as mis réticence de Max. T'étais réticent au début à jouer à deux ? Ouais, quand je lui ai dit viens Maxime, on me jette tous les deux et tout, ça va être sympa. Il a eu l'espèce de syndrome du MJ tout puissant et tyrannique, genre non, je céderai pas une once de mon pouvoir. Ça va être trop l'enfer. Moi, j'aime bien être tout seul à ma table. Tu veux décrire ? C'est ça, gérer de l'émotion dans mon jeu de rôle. C'est ça. Et mais ça va que finalement on s'entend bien. Hein. Oui, a priori on s'entend bien. Vous êtes ensemble en fait dans la vie. Oui. En fait. On vit ensemble, on est ensemble, donc on y reviendra, mais c'est ça qui fait aussi que ça marche bien, on pense. D'accord. Okay. Donc si vous voulez masteriser avec un copain, ça veut dire savez ce qu'il vous reste à faire. Apparemment, la table à octogone de Shadow et d'Adrien était très bien en double table. Tu imagines ce que ça veut dire pour Adrien et Shadow, du coup, les révélations qu'on a. Adrien, Shadow. Nous saurons ça dans Sens Cosmo. Alors, donc, du coup, c'est vous qui lidez ce podcast, en fait, puisque c'est vous qui avez un plan. Pour des comptes d'éditeurs, il y a un plan. Il y a un plan, c'est incroyable. C'est la première fois que je. Mais ça c'est encore la. Il est en plusieurs faits, mais Morgane n'a pas voulu. Enfin, vous voulez pas qu'on le fasse sous forme de fait, donc ça peut être chiant. J'ai pas assez de Cosmo pour ça. Là. Donc vous vouliez commencer du coup pour dire comment vous travaillez en amont du meugetage, comme vous dites. Exactement, ouais. On voulait commencer par en amont, ensuite faire pendant la partie, donc pour vraiment voir les deux choses différentes et enfin finir par un petit bilan. Après, vous aurez plein de questions, je pense, au milieu. Ouais, on va vous interrompre. Je vais essayer de faire une digression quand même. Parce que là, s'il y a un plan strict et tout, on n'est pas habitué nous. On se sent comme en cage là un petit peu. Alors donc en amont, on oublie déjà. Tout de suite, moi, il y a un truc qui me vient direct à l'esprit quand je vous ai lu là, dire on va me jeter à deux. Je me suis dit c'est génial parce qu'ils doivent pouvoir échanger ensemble. C'est-à-dire que une des grandes frustrations de la plupart des meneurs de jeux de sens, mais aussi des jeux à secret tout court, c'est qu'en fait ils sont tout seuls dans leur monde et ils peuvent pas communiquer avec quelqu'un et donc ils ont pas un trip maximal. Oui, ça c'est clair. En fait, avant la partie, c'est vrai qu'on passe des heures à parler de sens avant de se coucher le matin. C'est vrai que on en parle énormément. Et du coup, vu qu'on en parle, souvent on couche un peu les idées. Ouais. Et le fait d'en parler, de dire tiens, comment tu penses qu'on va jouer cette scène, comment tu penses que ceci, comment tu penses que cela, et toi t'en penses quoi, on fait des hypothèses sur la suite. Mais et toi t'as plutôt lu
t'as plutôt lu quoi dans telle formulation dans le bouquin? On peut échanger nos points de vue. Et comme on échange nos points de vue, ça fait que notre compréhension, je pense, de l'univers augmente de manière relativement exponentielle. Et c'est exactement l'expérience qu'on a eue à la table de Rennes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé avec Sens, pourquoi Sens, on a fini par le sortir, le publier, etc. C'est parce qu'en fait, on jouait les parties et au final, la partie de Sens se déroulait plus en dehors de Sens que de la partie. Elle ne s'arrêtait jamais. Et on n'arrêtait pas d'en discuter. Et c'est aussi pour ça que le jeu nous a autant charmé. On s'est dit, moi en tout cas, je me suis dit, il faut à tout prix qu'on le publie. Je me souviens, j'avais rencontré à l'époque Mathieu Baudouin, que je salue au passage, qui m'avait dit, moi je connais LG le Grumpf, vas-y, il faut que tu fasses ce jeu, et parce que vous arrêtez pas d'en parler, ça a l'air vraiment bien, et voilà. Et donc à l'origine, tu vois, Sens, c'est un jeu, tu sais, il y a des jeux à boire, puis il y a des jeux à parler, tu vois. Ouais. Et ça, c'était un jeu qui était vraiment fait pour parler autour, en fait. Et du coup, là, avec le système des 2 mètres de jeu, vous êtes vraiment vous jouez vraiment à Sens. Et à tel point que moi j'en suis à regarder vos threads sur les ateliers imaginaires, à me dire mais en fait pourquoi diable n'ai-je pas fait ce jeu pour être joué comme vous? Mais je pense que c'est un peu le propre aussi des jeux à secret où du coup on a envie d'en parler parce que sinon on est frustré. Secret dit j'ai envie de savoir. Oui. Et j'y reviendrai plus tard, mais moi j'ai du coup commencé à titre de comparaison aussi à me jeter Sens sur une table où je suis toute seule avec mes joueurs, et en fait à la réflexion on obtient des choses à deux qu'on n'obtient pas quand on est tout seul, et en même temps je trouve que quand on est tout seul on obtient des choses qu'on n'obtient pas quand on est à deux. D'accord. Donc et puis à deux, on peut, ne serait-ce que pour les PJ, on peut parler d'eux. Dire, tiens, tu penses qu'il voulait dire quoi dans tel fait? Tu penses qu'il va évoluer comment? Ces points-là, on les met dans telle rune, dans quelle rune? On en discute, on partage, et du coup, on voit les choses on a 2 points de vue en permanence, surtout. Et du coup, quand tu disais qu'il y a des choses que tu obtiens à 2 et d'autres que tu n'obtiens que tout seul, tu penses à quoi exactement? J'y reviendrai, mais effectivement, quand on est à 2... Ils ont un plan! On essaye de les faire digresser, mais je peux commencer. Elle essaye. Je peux commencer maintenant si tu veux, hein, mais ma rune de cosmolute comme elle peut. Quand on est tout seul, tout seul, qu'on obtient une ambiance qui est beaucoup plus réflexive à la table. Les joueurs, je trouve, se posent facilement des questions et même en dehors du jeu, enfin sur le jeu, sur Sens, et alors que quand on est à deux, vu que l'avantage c'est qu'on a quelque chose d'extrêmement immersif, les joueurs sont plongés dedans, mais du coup c'est très difficile de leur éventuellement leur ouvrir des portes extérieures sur des questions métaphysiques, philosophiques. On a dû les pousser au cul pour qu'ils veuillent bien commencer à se poser des questions méta. Ah, ça c'est amusant, c'est-à-dire que alors que sur ma table pas du tout. Vous dites l'immersion s'oppose aux questions méta. Ouais. C'est vachement intéressant ça. Je dirais que c'est un raccourci, c'est pas tout à fait ça, mais pour notre première table, ça, disons que le fait, il y a eu plusieurs corrélations, on peut pas savoir, mais il y a le fait qu'ils soient joueurs débutants, c'était leur premier jeu de rôle, le fait qu'on soit à deux et qu'ils ont vraiment eu la sensation que face à ce jeu de rôle, les révélations viendraient en temps voulu. Et vu qu'on était tout le temps là à faire jouer un jeu extrêmement immersif, une fois la partie finie, eux, ils se posaient pas plus de questions que ça. Mais on a remédié à ça. C'est ces joueurs-là aussi qui étaient comme ça. Enfin, ça se trouve sur un autre jeu, ils auraient été bien pareils. On pense en fait, parce qu'une fois qu'on les a bien poussés, qu'on a bien expliqué le propos, alors là, il y en a quelques-uns, ils nous harcèlent. Maintenant, c'est bon, ils sont partis. On a créé notre groupe Facebook et du coup, on a tout le temps des trucs. Mais je me souviens qu'on était inquiets parce que ils étaient c'était d'excellents joueurs. Ils étaient vraiment dedans. Ils nous faisaient des scènes super, des personnages formidables et tout ça. Mais ils allaient pas chercher plus loin. Et on s'est beaucoup inquiétés parce qu'on s'est dit, mais est-ce que c'est nous qui les empêchons d'eux? Et on leur a posé la question parce qu'au bout d'un moment, on était trop inquiets. Et je me souviens d'une joueuse qui nous a dit, mais en fait, non, mais c'est juste qu'on est tellement dedans, dans notre personnage, dans l'histoire, etc., que on pense pas aux aspects philosophiques, etc. Ça, c'est intéressant. On vit l'histoire. Mais alors, ça se trouve, ils le vivaient par leur personnage. Mais j'aimerais rebondir sur un autre truc. Le principe de la page Facebook, je vois ça de plus en plus arriver sur certaines tables, et notamment beaucoup pour des jeux à secret. Ouais. Et je trouve que c'est une pratique assez intéressante pour faire continuer le jeu
en dehors du jeu. Surtout quand on vieillit, mine de rien, on a moins de temps pour jouer et pour passer après quand on a fait la partie, mine de rien, le lendemain on bosse et tout, faut rentrer chez soi. Alors qu'un des plaisirs des jeux à secret, c'est de rester et de papoter avec les potes. Donc je trouve que la page Facebook, c'est bien aussi pour pouvoir faire ça en dehors de la partie, même quand tu peux pas rester chez les gens. Ouais, c'est très intéressant. Et puis du coup, sur la page Facebook, les joueurs peuvent partager de la musique et des images. Et voilà, on a quelques anecdotes croustillantes d'un joueur qui a monté une académie de formation au pôle Sud, etc. Enfin, son personnage en tout cas. Et il a posté une photo d'un super palais, d'un espèce d'hôtel de Las Vegas en disant voilà, les locaux ressembleront à ça. Et puis à la fin de la journée, il nous a posté une photo de vieux préfabriqués en plein milieu de la neige. Et il a fait, suite à des discussions avec Michel Cetra, en fait, les locaux ressembleront plutôt à ça. Ah, c'est génial. Ah, bien vu. Donc, faut savoir, pour les gens qui connaissent pas Sens, que Michel Cetra est le financier, celui qui s'occupe de l'aspect financier de la résistance. Donc, voilà. Et le spécialiste des blagues aussi. Alors, j'ai envie de dire, cette histoire d'immersion contre le méta, c'est presque un sujet de podcast à lui tout seul. On va le laisser de côté et puis on va revenir sur votre préparation à deux, ce qui se passe en amont lorsque vous préparez. Merci, parce que je remets sur le plan, mais gentil. on a réussi à les faire digresser. Mais oui, un petit peu quand même. Ça d'ailleurs, tu remarqueras que je ne crise plus depuis déjà quelques temps. Oui, ça y est, je suis très contente. Tu retournes dans ton élément. Nous déjà, on avait commencé par le truc sur les scénarios où on disait qu'au départ, donc quand on a commencé à vouloir préparer Sens, on a lu évidemment Renaissance, on l'a relu, on l'a relu, et puis on a dû écouter tous les podcasts, je pense relativement comme tout le monde, parce que on a dû déjà vous le dire, il y a énormément d'infos qu'on retrouve dans les podcasts et sur le forum, sur les ateliers imaginaires que je conseille vraiment aux gens, parce qu'il y a eu plein de suggestions qu'on a vraiment adorées. Ouais. Certains l'ont vu, on a choisi de faire un programme flashback au départ plutôt que de lancer directement. On a choisi de faire des scénarios zéro pour introduire l'univers. Et du coup, alors c'est une force de Sens, ça, d'avoir une communauté très très active autour du jeu et avec des ingénieurs, quoi. Vraiment, les mecs sont très ingénieux. Il y a vraiment des super propositions qui sont faites au niveau des ajouts du système de règles pour renforcer l'immersion. La proposition du MJ, des deux MJ, est faite aujourd'hui par vous et c'est apparemment ça a l'air d'être une excellente proposition pour augmenter l'immersion. Avec ses défauts et ses qualités, on va en parler, mais c'est l'avantage aussi d'un jeu comme ça. Donc pour préparer un scénar à deux, comment vous faites? Vous lancez un dé pour savoir qui aura le dernier mot? Non, vous tapez sur les, vous prenez le chat et celui vers qui le chat va a raison. On a dit qu'on ne jetait surtout pas avec le chat. Voilà, c'était une engeance démoniaque. On fait un truc un peu étrange que je pense que la plupart des gens doivent connaître. On discute. Oh merde. En fait, c'est un truc qui marche bien. Et au lieu de se battre, on tombe d'accord. Je sais pas, on a échappé jusqu'ici à l'étripage. Sauf un moment où je t'ai fait la gueule pour un truc, mais on y reviendra. Mais je vais encore me faire défoncer. Oui. Mais sinon, en fait, on lit le scénar, on se dit telle scène, on aimerait bien la faire comme ça, on prend des notes. En fait, pour le premier scénar, on a vraiment, pour la toute première, on a pris des notes sur qui lançait quoi à quel moment, qui faisait un jet logistique à tel moment, parce qu'on va y revenir. Enfin, je vais y venir même tout de suite. On a une forte logistique. Nous, de par l'héritage, je pense, GN en partie de Morgane, on a décidé énormément d'utiliser les sons. La musique, et on utilise, comme certains ont pu le voir, Audacity, c'est-à-dire que c'est un petit logiciel, je fais de la pub, mais c'est un logiciel gratuit, libre d'utilisation, qui permet en fait de modeler sa voix. Avec quelques tutoriels YouTube, on s'est dit que le début, on avait vraiment envie d'immerger les joueurs dès le début. C'est-à-dire qu'on dit, attention, maintenant on joue à Sens, c'est parti, et bam, ils commencent à entendre le truc avec la voix robotique qui dit... Je sais plus ce qu'elle dit au début, mais... Le monde aura donc commencé une nouvelle détermination et sa forme devenue parfaite. Alors, il faut savoir que tous ces enregistrements dont sont en train de vous parler Morgane et Maxime sont quasiment tous disponibles sur la page YouTube de Morgane Altaïr. Je vous invite vraiment à y aller. Il y a des outils précieux pour le meujetage. Donc Maxime, bien sûr, fait des voix dans les vidéos YouTube. Il y a aussi des musiques, des sons que tu proposes. Et puis récemment, vous avez aussi fait cette petite vidéo... petit truc, cette petite parodie de Sens avec le pudding à l'arsenic. On avait un peu bu en sortant de chez un ami, on s'est mis à la chanter et j'ai dit que voilà. Il a déjà dit, Maxime, que le jeu de rôle le saoulait. Au sens propre, voilà. Je pense parce que ce dont vous parlez là de mettre en place quelque chose
à chaque début de podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de Scénar. MJ qui le font à chaque début de scénario. Ça marche aussi avec le podcast. Ça marche aussi avec le podcast. Mais à chaque début de scénar, mettre en place un truc régulier, un rituel de démarrage, je pense que c'est une très très bonne idée qui lance directement dans le personnage. On a toujours fait ça. Ouais. Mais À je notre pense table, que nous, c'est un c'était, truc régulier. on utilisait le système du générique. C'est-à-dire qu'on On le fait lançait aussi, la en musique plus, de ouais. Radiohead, I Might Be Wrong, qui nous mettait direct dedans. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on entendait la musique, ça y est, on commençait à jouer à Sens, quoi. C'est vrai que c'est important, cette histoire de Et rituel. donc voilà, pour les premiers scénars qu'on a fait, on avait une petite fiche à côté de nous pour nous rappeler en fait le déroulé du scénar, pour bien se rappeler quel événement devait arriver et qu'est-ce qu'on devait pas oublier surtout. Genre plutôt que de prendre le bouquin et de le lire, Morgane a relisé le discours de Soren et elle prenait des notes sur les points importants. Le reste, la façon dont c'est formulé, j'ai envie de dire, c'est libre d'interprétation pour la fluidité. On va pas prendre le bouquin et le lire. D'accord. Et du coup, on prend énormément de notes sur qu'est-ce qu'on doit pas oublier, qu'est-ce qu'on doit faire. Et par exemple, pour les premières musiques, alors là, c'était pour le premier scénar, pour les immerger à fond. On avait prévu donc une musique d'ambiance que Morgane nous a créée avec les éclairs, New York, la Nouvelle-York, les bruits de la sirène. Et à un moment, il y avait la musique tirée du jeu Mass Effect, pour ceux qui connaissent, une musique un peu en piano au départ qui commence un peu tristounette. Et tout d'un coup, il y a un gros... Tu viens de faire saturer les micros. Pardon. Non, même pas. Il y a un Non, gros je me suis un peu effet, éloigné exprès. effet. Un gros effet stressant. Et du coup, j'avais noté la seconde à laquelle ça arrivait. Et je surveillais l'écran et j'avais dit à Morgane, non, donne-moi plus de temps. On avait des petits signes. Et du coup, au moment où ça arrivait, je disais, et là, il y a un éclair bleu qui arrive. Et là, et donc là, les joueurs directs, On est vraiment dans ce que c'est de la Pikachu scénarisation, quoi. appelait le MJDJ. Tu te souviens de cette MJDJ? C'est vrai. En fait, la formule, c'est vraiment ça, quoi. Elle est vraiment bien, cette formule, je ouais. trouve. Là, vraiment, vous êtes à fond en train de jouer avec les potards de la table de mixage, limite, pour moduler vos voix. Presque. C'est incroyable. Et du coup, en fait, le truc, Ça, c'est que c'est pour des gérer techniques. ça, voilà, et pour gérer ça, être deux, Maxime. c'est du bonheur. Parce que pour avoir, Morgane a testé toute seule, elle pourra vous en parler. Moi aussi, j'ai testé juste la créa de perso tout seul, et j'étais déjà noyé. Avec toutes les vidéos qu'on a, tous les trucs qu'il faut passer à tel moment, la seconde qu'il faut surveiller, de ceci, de cela, tout en étant en train de jouer des PNJ, en train de décrire, j'avais la tête saturée à la fin de la création de perso. Alors qu'à deux, ça se passe nickel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est là plutôt un moment pour faire le jeu, et l'autre qui, pendant ce temps-là, gère la technique. C'est plutôt Morgane, mais des fois c'est moi. Genre, vous êtes dans telle ambiance, vite, je lance telle musique, et sans coupure. Il y a pas de coupure en fait, parce qu'il y a un MJ qui tripatouille et pendant que l'autre il fait du rôle. Ça c'est ça on est déjà parti dans le jeu. J'allais dire, ce sont des techniques de maîtrise qui ne sont pas accessibles à tout le monde, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est deux, elles deviennent tout de suite le MJ-DJ. Bah oui, il y en a un qui est MJ, il y en a un qui est DJ. C'est effectivement beaucoup plus simple. En fait, quand on a commencé à envisager de le faire à deux, on s'est dit bon, il y a un MJ principal, puis il y aura un ombre MJ. Finalement, c'est une idée qu'on a abandonnée parce que ils vont tellement peu dans l'ombre monde que le ombre MJ, il aurait rien à faire. On va aller se prendre un café dans le troquet du coin. Enfin, quelque part, vous pouvez pas l'abandonner cette idée. Non. Parce qu'il y en a effectivement un ombre MJ dans ce sens. Oui, mais bon, du coup, on le fait beaucoup plus. En fait, on le fait énormément au feeling. C'est génial. Et c'est vrai que comme la plupart du temps, c'est moi qui monte les sons, qui choisit les musiques, ce genre de choses, toujours avec l'accord de Maxime, hein, mais je sais précis. D'ailleurs, des fois, en fait, le fait de discuter, ça nous fait changer certains trucs, genre ah non, ça je l'aurais pas vu comme ça, et du coup, au final, on arrive, je pense, à un degré de, je dirais pas de perfection, c'est se vanter, mais on arrive à un degré de qualité, et de compréhension de l'univers aussi. Moi, quand je lis vos interventions sur le forum, je vois que vous percutez Sens, c'est un truc de ma boule, quoi. Vous avez une connaissance exégétique du jeu. Tu voulais intervenir, Flavie? Je trouvais que cette façon de faire, de masteriser, ça conviendrait aussi énormément à un jeu de rôle. Alors là, faut que tu mettes pour retrouver le nom. Retrouver le nom, c'est là où le MJ, c'est des roses trémières. Il y a Nobilis. Nobilis. Je trouve que ça correspondrait bien à Nobilis avec le monde où les PJ sont, puis le monde réel et le monde prosaïque. Je trouve que ça correspondrait beaucoup avec, en plus, un jeu à secret. Mais en fait, le truc de Nobilis, c'est pas tellement qu'il faudrait 2 MJ, c'est plutôt qu'il faudrait plusieurs joueurs pour jouer un même personnage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu bizarre, mais dans Nobilis, on peut prendre possession d'encre, qui sont des gens qui vivent dans la réalité, en gros notre réalité à nous, et nous sommes des concepts qui vivons dans un autre monde, et donc parfois c'est vrai qu'on aurait envie de passer la parole à un autre joueur pour jouer son encre, ou je sais pas, enfin oui, ça collerait bien, mais je crois pas que Nobilis c'est un jeu qui, en termes d'exigence, demande autant de travail que Sens. Je pense que vraiment Nobilis c'est, enfin bon, j'allais dire c'est accessible. Alors les gens qui ont déjà lu Nobilis vont mettre des commentaires assassins.
c'est pas si accessible que ça, bien sûr, mais je veux dire, il y a pas de dés, il y a pas, les règles sont simples, il y a pas une grande préparation non plus. Alors que Sens se prête vraiment bien pour le coup. Sa difficulté préparatoire fait que à deux, on est plus fort, et je pense que c'est encore plus adapté. Tu voulais intervenir, Morgane, avant que Fly ne prenne la parole. Je sais pas ce que tu voulais dire. En fait, voilà, enfin, c'était non. Alors, en dernier truc, moi, j'allais dire sur la préparation d'avant-jeu. Enfin, sauf si vous avez d'autres questions. Mais il y a plein de trucs. Oui. Alors, la préparation d'avant-jeu, ce qu'on fait aussi, c'est que généralement, comme on a prévu un peu de la scénarisation avec même des petits costumes, des fois, on prévoit à l'avant, genre on cache les costumes dans un endroit parce que sous prétexte d'aller aux toilettes à un moment, en fait, je vais me changer et je prépare un truc. Ou on a déjà prévu tel endroit de faire telle chose. On a prévu le gâteau à l'avance parce que pour l'anniversaire des bugs, on leur a vraiment fait un gâteau dans la vraie vie. Il y a toute une partie préparation qui est extrêmement chronophage, bien plus que pour un jeu de rôle. Est-ce que je pourrais dire il y a une géanisation de Sens en fait? Alors, ça te dérange, Morgane? Scénarisation. Non, je trouve la question super intéressante. Est-ce qu'il y a une géanisation? Donc le GN, le grandeur nature, pour ceux le jeu de rôle grandeur nature, d'une certaine façon, oui. Je pense qu'il y a vraiment, c'est parce que j'ai fait de l'organisation de GN et que juste ça m'amuse, quoi, de monter des décors, de me faire des bandes son, de créer des ambiances de lumière. On n'a pas pu le faire, mais je rêvais du stroboscope pour l'épreuve de graveur. Il voulait qu'il fasse l'épreuve de graveur avec un stroboscope dans la pièce. J'ai demandé, mais bon, celui qui avait le stroboscope pouvait pas me le filer ce week-end-là. Du coup, ça m'a frustrée terriblement, mais. Puis avec un joueur, puis découvrir qu'il est épileptique, ça aurait été drôle. Là, ça aurait été badant. En fait, c'est lui. Finalement, je suis épileptique. Ça aurait été un petit peu trop là. Alors, trop d'immersion. Il y a aussi en amont, vous me dites définir les rôles féminins, masculins, parce qu'évidemment, quand vous me jetez à deux, vous avez aussi la chance d'avoir deux voix très différentes, puisque. Et on peut même en faire plusieurs nous-mêmes. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est génial aussi d'avoir deux voix différentes. Ça multiplie par deux le potentiel de voix. Plus celle qu'on a fait via Audacity quand on double à l'avance. Exact. Parce que des fois on rejoue par-dessus ce qu'on a fait. Genre on a déjà enregistré Graveur et moi je fais Wilfried alors que c'est moi-même qui faisais Graveur mais avec ma voix modifiée. Donc les trucs de Graveur sont déjà enregistrés et j'ai laissé pile le temps de me faire la réplique à chaque fois. On se crée des espèces de PNJ comme ça. Mais oui, sinon tout à fait. Morgane fait plus les rôles de femme, même si en fait Maria c'est plus moi qui le fais parce qu'elle n'arrive pas à être aussi froide et Cosmo que Maria, mais il y a des personnages, oui, on s'échange, des fois on se les échange, mais c'est vrai qu'on a des rôles relativement clairs. Ouais. Et ça, c'est en amont aussi que ça se décide. Voilà, c'est vrai et puis ça dépend aussi de la vision. Ça, ce qui est très intéressant à deux, c'est qu'on peut échanger de la vision qu'on n'a pas seulement sur l'univers, etc., mais sur les personnages. Et par moments, on n'est pas d'accord. Au début, on s'est vraiment posé la question du statut de solipsiste. Je veux pas spoiler, mais c'est vraiment une question qu'on a eu longtemps de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et on a exploré plein de pistes, et puis finalement, on a choisi celle-là, et ça a bien pris. Mais c'est vrai que du coup, moi j'avais une position qui n'était pas celle de Maxime. Et puis sur le forum, c'est bien parce que les gens ont rajouté leurs propres petits commentaires en disant oui, bon, je sais pas comment vous allez vous en sortir, mais enfin, oui, c'est voilà. Je pense aussi que c'est une technique de maîtrise qui est possible aujourd'hui grâce aux moyens qui vous sont donnés par Internet et par tous ces logiciels libres qui circulent. Parce que moi, j'avais vraiment l'intention de faire ça aussi à ma table de Rennes. On était en 2003-2004. À l'époque... Quand on a commencé, c'était 2001. Quand on a commencé, c'était 2001 même. Donc il n'y avait pas tout ça. Mais c'était Saint Seiya en 2001 qu'on a fait. Non, on faisait déjà un peu de Sens. Ça a commencé en 2002, 2003, Non, on faisait déjà un peu de Sens en 2001, Rome. Ok, je savais pas. Et moi, je me souviens, je faisais exactement ce que vous faites là. C'est-à-dire enregistrer des textes, leur répondre et tout. Le problème, c'est que moi, je travaillais avec un logiciel qui s'appelait Cool-Edit 96. S'il y a des gens qui connaissent, je vous invite vraiment à aller voir à quoi ça ressemble. Et c'était vraiment beaucoup plus dur, alors qu'aujourd'hui il y a vraiment cette possibilité de stocker énormément de données sur Internet, donc très accessible. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour utiliser cette technique de maîtrise. Vous pouvez même faire ça ailleurs. On a ramené tout le document là. Si on veut, on peut vous le maîtriser. C'est ça. Quoi. Un c'est disque dur et c'est parti. Quoi. Voilà, c'est ça qui est énorme aussi et qu'il faut dire. On va pouvoir passer à ce qui se passe pendant la partie, à moins que vous
avez d'autres choses à rajouter sur les préparations en amont? On verra si ça revient, mais a priori. Et comment vous faites quand même pour la mise en scène et tout en amont? Vous savez pas comment vont réagir vos joueurs et tout? Il y a des difficultés là-dessus ou pas? Ça, on allait y venir. Vas-y, je te laisse parler, Morgane. Alors, on sait jamais comment ça va prendre. On se dit, dans tous les cas, on fait ça, et puis on voit comment ça se passe. En fait, je dirais la phrase type de ce podcast, du coup je vais la sortir maintenant, mais tant pis, c'est qu'en fait, ça demande à la fois énormément de rigueur parce qu'on est deux. Et ça, on va y venir, mais ça demande d'accorder les violons, d'être parfaitement d'accord sur où on veut aller, pour pas se couper l'herbe sous le pied, pour pas se contredire. Et en même temps, ça demande une souplesse infinie, en fait, parce qu'on ne sait jamais ce que vont faire les joueurs, mais on ne sait jamais comment va faire l'autre à côté. C'est-à-dire qu'au final, on a aussi une inconnue, même si on s'est mis d'accord sur le MJ, parce que comme on ne sait pas ce qui se passe en face, on va être obligé d'improviser au fur et à mesure, et on n'est pas télépathe, même si par moment j'aimerais bien. On ne sait même pas non plus ce qui va se passer à côté, en fait. Voilà, on a l'élément de surprise des joueurs et du copain MJ. Parce que... Ça, c'est un truc auquel on pense pas. Moi, je pensais que c'était vraiment bien coordonné. Et... On essaye, hein, on fait des post-it avec voilà, telle scène, puis telle action, puis tel machin, et puis on à vous écouter, on a vraiment l'impression que une séance de meujetage à deux, ça a l'air vraiment très très difficile à organiser quand même. Hein. C'est pas difficile, je dirais que c'est chronophage. Donc en fait, il faut être avec une personne. Pour nous ça va qu'on est en couple et qu'on vit sous le même toit. Et que je suis au chômage. Oui, bon, ça c'est en plus. Mais il faut avoir du temps et il faut être. Si on veut le faire avec un ami, il faut le faire avec, je pense, quelqu'un qu'on connaît très bien, qu'on voit très souvent. Ne serait-ce qu'un collègue de fac, hein, ça peut suffire parce qu'on se voit tout le temps. Quelqu'un avec qui on peut échanger très régulièrement, mais de visu et peut-être même mieux. D'accord. Après, je saurais pas dire, mais je pense que quelqu'un qu'on connaît juste et on se dit oh, on va faire un petit meujetage comme ça, on prévoit ça 1 heure avant le jeu de rôle, impossible. Pour nous, c'est carrément impossible. Et on n'a pas séparé les rôles de préparation. Enfin, pour les montages, ça s'est fait, mais au niveau rôle, on fait tout ensemble. On fait pas chacun de son côté. Chose qu'on pensait faire au début et qu'on n'a pas fait. Avant peut-être de passer à la suite, tu disais que tu étais au chômage, tu cherches dans quel milieu? On sait jamais, il y a peut-être un auditeur qui pourrait te donner du travail. Bonjour auditeur de la cellule, si jamais tu as un poste en médiation culturelle ou en attaché de presse, écoute, contacte-moi via le blog et je serai ravie de t'envoyer un CV et une lettre de motivation. C'était un message à caractère informatif. Donc voilà, allez, on va passer à la suite. C'était le pendant la partie. Alors qu'est-ce qui se passe pendant une partie? Et vous avez plus ou moins touché 2 mots là à l'instant en disant que les choses pouvaient paraître beaucoup plus compliquées que prévu. Déjà, il y a cette espèce de pression qui vient de toutes parts. C'est-à-dire que les joueurs improvisent et le maître de jeu qui est avec nous également. Jacques, avant le premier scénar, c'était une pression. Et très rapidement, ça allait plus du tout en fait. C'est du plaisir et on joue. Ça, on va y revenir, je pense. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est à la fois MJ, on est joueur aussi, parce qu'on sait pas ce que va faire notre copain d'à côté. Et on est surpris par notre copain. Des fois, il fait une description et on se dit mais merde, moi je l'aurais pas vu comme ça. Bon bah tant pis, je dois repartir dessus. Et il y a un effet de moi c'est le truc que j'ai adoré dès le premier scénar de Sens qu'on a fait comme ça. Je me suis dit, mais trop bien. Non seulement je suis MJ, je sais ce qui va se passer, mais en plus je suis surpris et j'ai des éléments de jeu. Des fois j'agis en fait comme un joueur quand j'interprète les PNJ. Ça c'est vraiment assez énorme parce que ça revisite un podcast qu'on avait il y a très 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 longtemps avec Tom Pouce qui était est-ce que le MJ joue au même jeu que les autres joueurs? On se posait la question de savoir si finalement être maître de jeu de rôle c'est pas faire une autre activité que les joueurs qui jouent avec soi-même et avec le MJ en question. Et là avec cette double meujetage ça repose la question parce que c'est vraiment putain, ça réveille plein de vieilles questions. Je crois qu'effectivement, quand on est deux, il y a vraiment une part d'inconnu, et c'est ce qui fait qu'en fait c'est juste génial. Parce que du coup, effectivement, on est un peu comme les joueurs. C'est-à-dire qu'on a beau savoir où on les emmène, on a beau avoir prévu les actions,
parfois on se fait toucher par un dialogue, on se fait avoir parce qu'on prévoyait quelque chose, comme ça on se dit oh j'ai une idée, et puis parfois on se fait surprendre. Max qui à un moment on est dans l'hôpital et puis ils reçoivent la visite d'un médecin, et Max qui se lève, qui va au porte-manteau, qui hop chope sa blouse de prof de physique, qui l'enfile et qui revient vers les joueurs en faisant le médecin et tout, mais moi je m'y attendais pas, c'était pas prévu. Et du coup je me suis retrouvée un peu comme les joueurs à découvrir au fur et à mesure. Ce qui serait absolument génial, maintenant que j'y pense, c'est que pendant la semaine Sens, vous veniez tous les deux et que vous maîtrisiez à quelques anciens un scénario de votre cru, soit de Sens Renaissance, de Sens Néant ou quoi, à deux, et qu'on monte un podcast en one shot. Et qu'en fait, comme ça, on puisse nous donner les retours des joueurs, de tous les joueurs. Ça sera avec plaisir. Ça pourrait être sympa. On attend de voir venir, du coup, mais ça sera avec plaisir. Sinon, donc, ce qu'on allait dire, nous, c'était pendant l'action des joueurs. Qu'est-ce qui se passe, nous? Oui, ce qu'on disait, c'est qu'avec à être 2 MJ, on pense qu'on gagne énormément en fluidité. C'est-à-dire que lorsque les joueurs font quelque chose, et que, par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une panne d'inspiration. Genre, ils font un truc, on arrive à la colline de glace et j'ai pas d'inspiration pour la description. D'accord. Bim, Morgane avait de l'inspiration, elle part. Et des fois, et pour les dialogues, bah, c'est génial, hein, vous imaginez bien. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle à un MJ pendant que l'autre parle à d'autres. Ils ont beau être 4 joueurs, ils ont toujours un interlocuteur à qui parler. Ouais. Et, d'ailleurs, c'est pas trop le dawa, du coup. Ouais, cacophonique, parfois. Et parce qu'il peut y avoir des informations. En même temps, vous pouvez les échanger après. Exactement. Les informations qu'ils ne voient pas sur le moment, ce qui arrive très souvent, on en reparle après, généralement. On leur dit, ah, vous avez pas oublié qu'à ce moment-là, il a dit ça. On leur redit parce que sinon, on va les perdre, ils vont être frustrés, ça sert à rien. Et on leur redit après. Et ce qui est pas mal aussi, c'est ce qu'on allait dire, c'est que on peut rajouter des couches. L'un par rapport à l'autre, genre... En fait, on peut jouer sur la couche d'information. On peut en faire une technique de MJ. C'est-à-dire qu'on fait exprès à deux de rajouter des informations. Ils ont 2 voix et du coup, ça les met dans des états de stress par moment qui sont juste jouissifs. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire vous parlez en même temps. C'est ça, exactement. Voilà, par exemple, putain, parce que à un moment, on a un PNJ comme ça qui saute par la fenêtre parce qu'il y a un incendie et du coup, Max regarde le joueur et tu fais quoi? Et ben je fais quoi? Il tombe et moi j'étais là, 30 mètres. Et pendant ce temps-là, je continue la description. Mètres. Tu vois, là, il est en train de tomber. Mètres. Il arrive près du sol. 19 mètres. Qu'est-ce que tu fais? T'es sûr que tu restes là? Il y a un machin qui te regarde. Et 15 mètres et tout. Et voilà. Ça a l'air super. Attention à ton micro, Morgane. Pardon. Avec l'émotion et on sent que tu revis les scènes et tout. On sent que même pour le meneur, il y a vraiment une immersion parce que la manière dont vous en parlez, la passion qui vous anime lorsque vous révoquez ces scènes a l'air vraiment... ça fait envie, hein, vraiment, de l'extérieur, là. Mais je pense qu'il faut quand même être, comme vous disiez tout à l'heure, assez proche pour pouvoir faire ça. Mais t'as vu comment il parle depuis tout à l'heure? Même au micro, ça s'entend. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a du mal à finir sa phrase, l'autre la termine et il se passe la parole comme ça. Si vous avez un colloque dont vous êtes proche mais je pense qu'en effet, tu peux pas mettre ça en place avec quelqu'un que tu ne vois pas souvent. Je pense qu'il faut vraiment partager un morceau de vie, quoi. Ouais. Ça, c'est genre, par exemple, sûr. toi et Cédric, à une époque où vous avez passé quasiment tout votre temps ensemble, ça aurait été faisable. On aurait pu se faire des Saint-Seiya me jeter à 2 par ça aurait été énorme. on va y réfléchir parce qu'il est en train il paraît que Cédric travaille à Lille sur un nouveau système pour Saint-Seiya et ce serait génial. Vu l'été qu'il a passé, du Saint-Seiya, ce serait top. Ah non, mais il paraît que ça va dépoter des patates. Donc on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler sur ce podcast. C'est vrai qu'avec les techniques modernes comme Skype, etc., même une question de distance dans l'espace peut être annihilée, mais je crois que ça remplace pas la proximité, le fait de vivre ensemble. Déjà parce qu'on finit par échanger passer tellement de temps ensemble qu'au final, il y a un lien presque télépathique qui se crée. Je pourrais y revenir sur un exemple de scène où on a eu un bol monstrueux, mais enfin bon, on a juste eu beaucoup de chance, mais ça tombe très bien. Et aussi parce que c'est jouissif à 1h du matin de se relever d'un coup et de dire oh putain, mais en fait pour la prochaine partie, faut trop qu'on fasse ça. Qu'est-ce que t'en penses? Et il y a l'autre la tête dans l'oreiller. Voilà. Des fois, ça finit je me lève, moi, demain, en fait. Et du coup, t'es là dans le noir et tout à coup, tu vas faire trop qu'on fasse ça. Et donc un autre truc qui est pas mal, c'est au niveau de la scénarisation, c'est-à-dire que quand il y en a un, au lieu de dire devant un joueur, bon bah il y a machin qui se lève et qui s'en va, et bah non, je pose mes trucs et je me barre. Et tu te barres. Je me barre et je m'en fiche. Il y a un autre MJ qui est toujours là pour gérer le reste. C'est ce qu'on disait qu'on avait fait pour Akina, c'est-à-dire que
bon, de toute façon, on a dit, joueur de sens, passez votre chemin. Ouais. Donc, Akina, quand il découvre que la Philonite le rejette, bah moi, au lieu de juste dire, bon, bah, il y a Akina qui s'énerve et Solipsis lui répond, bam, j'ai commencé à gueuler. J'ai commencé à me stresser, j'ai commencé à engueuler Morgane qui J'étais joue trop mal Solipsis. en plus. Et elle avait oublié, en plus. Elle avait oublié cette scène, que ça devait arriver. Elle avait oublié que Akina était là. Et du coup, elle a commencé à faire, je suis désolé, pardon, non mais c'est pas grave, vous êtes toujours là. J'étais là, quoi? Vous vous foutez de ma gueule? Mais putain, je suis un bug, c'est pas parce que votre putain de Rose, elle me le dit pas que, oh, et puis merde, je me barre. Et je me suis barré. Ah, putain, Et du coup, je me suis barré, et là, il y a un joueur qui était là, il a commencé à limite vouloir me suivre. Genre, non mais Akina, reviens. Et après, il est allé, le joueur a discuté avec moi, et c'est là que, parce qu'il était à l'hôpital et tout, et c'est à ce moment-là qu'on a eu cette petite scène de télépathie où j'ai révélé un truc au joueur en me disant, bon, bah, c'était pas vraiment prévu, mais je vais lui révéler ça parce qu'il discute gentiment avec Akina. Et pendant ce temps-là, Morgane, qui jouait Maria, a révélé la même chose. Copier-coller. Un truc qui était pas prévu. Ouais. Et c'est ça, Mais à force d'en discuter sans arrêt, etc., C'est normal qu'au bout d'un moment, vous arriviez un peu aux mêmes conclusions au final. Comme dirait Obi-Wan, dans mon expérience, rien n'est jamais dû à la chance. Et je crois que là, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est à force d'en parler et tout, que toutes ces réflexes viennent. Et les associations d'idées provoquent souvent ce genre de choses. Et au final, les associations d'idées, bah, vous les créez avec votre vécu, et donc en passant du temps comme ça ensemble, en discutant, vous faites naturellement des associations tous les deux, et vous vous retrouvez dans ces situations. Ouais. Et c'est vraiment vraiment super intéressant. Alors, je m'excuse auprès des auditeurs parce qu'ils jouent avec leurs micros, parce qu'ils sont tellement passionnés que les micros, Pardon. Mais c'est bien. On vous entend très bien, hein, ceci dit, c'est très clair. Et donc, ce qu'on disait aussi au niveau des dialogues, alors, ça, on en a vite fait parler, mais pour vraiment le dire à quel point c'est génial, c'est que il y a pas l'aspect schizophrène du MJ. Il y a pas alors il y a machin qui dit ça, puis il y a machin qui dit ça. Non, il y a on vous dit à l'avance, bon bah là je joue Gladius et Morgane joue Soren, et du coup moi je prends un air déjà. C'est-à-dire que devant eux, je me tiens comme ça quand je joue Gladius. Enfin, vous le voyez pas, mais je me tiens droit comme un militaire avec la main dans le dos, très droit. Quand je joue Michel, je m'affale sur mon truc, et comme ça moi j'ai deux personnages. Les joueurs savent qui parlent parce que quand je parle de Gladius, je parle plutôt comme ça, de manière relativement paternelle, mais direct. Alors que quand je parle de Michel, tu vois, avec Michel, c'est Michel quoi, donc il est plus détendu quoi. C'est bien parce qu'en fait, ce podcast est aussi un podcast sur les techniques de MJ, je trouve. Mais ceci dit, c'est vraiment des techniques qui s'adaptent bien à deux MJ. C'est pas sûr que ce soit si facile que ça de le faire. Ouais, parce que à deux, quand on peut se couper la parole, pareil, Morgane, ça lui est déjà arrivé. Genre, je suis en train de jouer Wilfried et bam, elle me coupe la parole. Je m'y attendais même pas. Elle me saisit par le col pour me secouer. Quand elle joue, je l'ai engueulé. Voilà. Donc les joueurs, ils voient la scène devant eux et du coup, ils s'imaginent bien ce qui se passe. Alors que si je le faisais tout seul, je serais là. Est-ce qu'il n'y a pas un parasitage Tyler Durden. C'est ça. Il y a un peu de ça. Est-ce qu'il n'y a pas un parasitage parfois entre vos discussions hors jeu et vos discussions en jeu? C'est-à-dire que parfois vous devez en tant que MJ, peut-être tous les deux, vous recadrer l'un l'autre, et du coup ça arrive ça parfois? Oui. C'est arrivé surtout au début, notamment parce qu'une fois je me suis juste méchamment trompée sur un point de règle. Et Max, et je vois Max qui me regarde comme ça avec des gros yeux, et je me suis dit oulala, je me suis trompée, j'ai dit une bêtise, c'est pas grave, je continue. Donc je finis mon dialogue, tout ça, et puis finalement on a fait une pause, on a corrigé le point de règle. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a l'air d'être marginal. Ça les règles, disons que voilà, autre avantage d'être à deux, c'est que pendant qu'il y en a un des fois qui est en train de faire une scène et qui commence à se poser une question sur une règle, l'autre pendant ce temps-là, discrètement, il ouvre le bouquin et il recherche. Et bam, pendant qu'il y en a un qui est en train de faire un dialogue, l'autre il cherche la règle, il cherche la référence, il rappelle, il fait le souffleur des fois. Genre, oublie pas ça. C'est ce qui s'est passé, ça on y reviendra, c'est un des défauts qui est arrivé pendant le scénar donc d'Aqua City, où il y a Solipsis qui parle longtemps. Très longtemps. Et j'ai passé 1 heure à me faire chier. J'étais à côté et j'avais rien à faire. On n'avait pas pensé à mettre un autre PNJ parce que c'est vraiment un moment d'intimité. Pourtant, il me semble, il y a Chrysaor aussi qui intervient. Non, Chrysaor. Non. Le moment à Aqua City quand ils arrivent à Aqua City et qu'ils ont 24 heures avec Solipsis, et ça s'appelle pas 24 heures avec Solipsis pour rien. Le scénario. Et du coup, moi, au final, j'ai fait le souffleur. C'est-à-dire que j'ai pris le bouquin et je lui ai rappelé les trucs qu'elle oubliait. Il y en a eu 2-3. C'est vrai que. Mais c'est arrivé une seule fois en 5 scénars. J'ai pas conçu le jeu pour être joué à deux. C'est-à-dire que j'ai pas conçu non plus de jeu pour ça, donc c'est amusant justement de voir. Moi, je pense qu'un jeu à deux, c'est-à-dire si vraiment ça se dit, ça se prépare. C'est-à-dire que techniquement, un jeu bien fait
pour deux jeux, ils devraient prévoir ça et justement donner des rôles à chaque tête. Ouais, mais comme on dit, c'est arrivé une fois pour le moment en 6 scénars. Alors c'est pas ça qui va nous, c'est pas ça qui nous a tués quoi. Et puis le jeu est de base, comme on dit, extrêmement fait pour ça. Il y a énormément de dialogue dans ce sens. On est clair, il y a plein de PNJ et le dialogue est rendu vivant par le fait qu'on soit à deux en fait. Enfin nous on pense et on constate. Fly, si tu veux intervenir, faut que tu me le dises avant, parce que du coup j'ai éteint ton micro pour éviter qu'on entende Soren nous chanter ses chansons actuelles. Voilà. Soren participe aussi au podcast. Exactement. Il a envie de tester le jetage à deux. Alors, on continue, on reprend votre planche qui est décidément très bien fait. Ce plan, vous le suivez avec. On digresse, mais à la fois mais on y revient. À la fois naturellement et puis c'est pas mal. Bah là, on a pas des cinématiques. Bah ça, on en a déjà parlé en fait. Les engueulades, le jeu de scène, le fait de se pouvoir se couper la parole et de faire des dialogues à deux. Bah ça, c'est vraiment the avantage du jetage à deux, vu que c'est le principe de sens. Il y a des scénars complexes en baston où on se contente de discuter, à faire quelques petites scènes de RP. Et à ce moment-là, le fait d'être deux, ça crée une complicité. Après, il y en a qui vont peut-être me dire que ça fait qu'on prend beaucoup de place par rapport aux joueurs. C'était le cas au départ. Ouais. Alors moi, c'était une de mes craintes. Morgane. C'était une de mes craintes quand on a commencé à me jeter à deux. En fait, on a fait un test d'enregistrement qui n'était pas du tout concluant, mais par contre, en réécoutant la partie, je me suis dit, mais c'est incroyable la place qu'on prend. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup intrigué. Je me dis, on est en fait extrêmement présent et très bavard. Attends, en réécoutant la partie, vous enregistrez vos parties? On l'a fait une fois. Notamment Bande de malades. Parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire, c'était pouvoir faire. Avant de dormir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait pouvoir faire des précédemment dans l'épisode de Sensexalogie, tout ça, et remettre leur scène. Voilà, pouvoir remonter des morceaux de scène à eux pour qu'ils puissent se rappeler de ce qu'ils avaient fait. Et il se trouve qu'en réécoutant la partie, la qualité du son n'était pas au rendez-vous, donc on a laissé tomber. Et en réécoutant, je me dis mais on est trop bavard, Et je me dis ça se trouve ils osent pas parler, etc. Parce que spontanément on va leur proposer en fait je sais pas, une interaction. Et du coup, je leur ai posé la question parce que ça me chagrinait vraiment. Et ils nous ont dit non, mais tu sais, comme on est joueur débutant, ça fait plaisir de se sentir guidé et tout. C'est assez propre à Sens Renaissance au final. Ouais. Cette dynamique de se laisser guider et tout. Sens Renaissance, c'est un jeu dans lequel les joueurs sont assez passifs, c'est-à-dire qu'ils prennent au début un peu en introduction l'univers, ils apprennent les règles du jeu en fait. Ils sont un peu passifs devant, c'est un peu le tutoriel quoi. Oui, puis en plus là ce sera moins le cas après par contre, je sais pas comment vous allez faire en fait. Juste je voudrais remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que quand on s'est enregistré pour cette partie-là, c'était une partie qu'on a fait qu'avec 2 joueurs parce qu'on a fait nos 2 premières parties avec 2 joueurs et 2 joueurs. On leur a forcé à se créer des liens et parce que pour des questions organisationnelles, il y en a 2 qui ont dû annuler. Donc on a fait une première partie d'un scénar d'intro avec 2 joueurs et une autre avec 2 autres. Et c'est ces parties-là qu'on a enregistrées. Donc en fait, on était 4, donc 2 face à face, 2 MJ avec 2 joueurs. Et du coup, forcément, on prend encore plus de place. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a pris en se réécoutant, on a constaté qu'on a pris beaucoup de place, on a eu peur pour la suite, on en a tiré des leçons, on s'est dit on va se calmer. Et du coup maintenant quand ils sont 4, j'ai pas l'impression qu'il y ait le problème. Maintenant qu'ils sont 4 à chaque fois nos PJ, des fois ils nous oublient quoi, ils discutent entre eux, on arrive à leur lâcher un peu du lest, dire non mais amusez-vous, parlez, faites des scènes, faut toujours les guider un peu parce que c'est Sens Renaissance comme tu l'as dit. Ouais. Mais au final je pense que ce problème-là il a assez rapidement disparu, mais il faut y être sensible. Un commentaire qui me vient d'entrée de jeu quand je vous écoute, c'est le jeu de rôle, c'est magnifique et c'est magique, c'est-à-dire que quand on voit le travail que vous fournissez pour une partie qui va être jouée une fois avec vos joueurs à vous, il y a un côté gratuit dans ce travail qui est magnifique et qu'on ne voit que dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va travailler, là on voit des MJ, on entend des MJ qui vont travailler 8, 9, 10 heures sur une préparation d'une partie qui va en durer 4 et qui travaillent comme des oufs à créer finalement des morceaux de vie qui ne vont être joués qu'une seule fois, un peu comme un happening, un peu comme une œuvre d'art, un peu comme un mandala qui serait créé, qui prendrait énormément de temps à créer et après
on souffle dessus et une fois que le temps est passé, ça me fait un peu penser, vous savez, à la fin de Blade Runner, où il y a ce répliquant qui dit mais tous ces moments seront perdus comme les larmes dans la pluie. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve magique dans le jeu de rôle et dans votre manière de faire, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a un travail monstrueux pour une partie très petite et ça c'est magnifique. Enfin, je trouve ça c'est un don de soi, et ça il y a que le jeu de rôle qui permet ça, je trouve. Parce que pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Ce qui est, enfin, certes, c'est très court, c'est beaucoup de boulot avant. Bon, c'est beaucoup de plaisir en fait. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment très agréable. Enfin, voilà. Pour nous, c'est un hobby de parler de sens en fait. Oui, puis même passer 4 heures à éplucher YouTube pour trouver des sons, pour faire une bande son et tout remonter, pour moi c'est du bonbon. Et mais c'est après quand on voit les joueurs, leur regard et puis qui viennent nous voir après sur Facebook et qui commencent à lancer des débats philosophiques sur est-ce que on entrevoit que toute la réalité ou est-ce qu'on entrevoit qu'une partie, et puis que c'est des joueurs qui ont jamais fait de jeu de rôle et que de prendre le thé chez eux puis que spontanément ils en parlent et ils disent en fait c'est trop génial, j'imaginais pas que ça pouvait être comme ça, et voilà, c'est vraiment pas du travail perdu en fait, ça laisse une trace, ça vaut tout l'or du monde quoi. Ça laisse une trace, ça imprime quand même l'esprit de vos joueurs et des gens à qui vous avez fait jouer ces parties. Mais quand même, c'est magique, enfin c'est magnifique. Bon, après tu peux dire aussi que tu apprends parce que du coup vous maîtrisez bien maintenant, j'imagine, le logiciel Audacity. Ça vous a aussi amené à aller chercher sur des sites des sons, etc. Donc vous acquérez une base pour un ingé son, par exemple, tout simplement. Et puis après, peut-être que vous aurez envie de travailler dans ce domaine-là. Je dirais plus dans l'événementiel pour le coup, parce que c'est un peu son truc. Enfin, elle va en parler mieux que moi, mais c'est un peu son truc, organiser des choses, organiser des événements, et c'est un peu dans le genre de choses qu'elle veut travailler. Donc, et moi, je suis prof, donc la scénarisation, être prof, c'est un peu être MJ, et c'est un peu être. Je suis d'accord. Donc bon, ça se retrouve dans des techniques du boulot. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de rôlistes qui sont professeurs d'histoire, professeurs d'info, professeurs de physique. À la Barreau, par exemple, sur la cellule, pardon, excusez-moi, chers auditeurs, à la cellule, il faut savoir que la plupart des gens que vous entendez sont des profs. Maxime est prof. Donc Morgane, c'est pas le cas. Fly est professeur. Je suis professeur. Adrien, que vous avez l'habitude d'entendre, est professeur. Olivier est avocat. Cédric est professeur. Je cite comme ça des noms. Il y a énormément de profs qui jouent au jeu de rôle. Donc, c'est pour aller dans ton sens, Maxime, c'est vraiment ça, quoi. C'est comme prof, MJ, c'est le plus beau métier du monde. Mais je voulais quand même souligner ça, c'est-à-dire cette abnégation des rôlistes en règle générale. Là, on l'entend vraiment particulièrement avec vous parce qu'on voit que c'est une énorme préparation, mais je suis sûr que derrière ces oreillettes, derrière son casque, il y a l'EMJ qui nous entend et qui fait exactement la même chose, voire même les joueurs. Moi, j'ai vu des joueurs qui écrivaient les scénars qu'ils avaient joués, qui écrivaient l'histoire de leur personnage, qui ramenaient du matériel. J'ai vu des joueurs s'investir énormément. Et pourquoi ? Pour de l'imaginaire. Faut pas qu'ils disent que ce sera perdu, quoi. C'est tout ça, c'est de l'or, c'est jamais perdu. Au contraire, ils vont garder des traces, ils vont s'en souvenir probablement jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Pour les gens prosaïques, pour le kidam, quand même, il faut le dire, ça a l'air d'être pour du rien. Mais il faut jamais toujours se rappeler que le billet de 20 € que vous avez dans votre poche, c'est du papier. Et qu'en fait, c'est une fiction, c'est un modèle, c'est une fiction qui vous fait voir ce papier comme une richesse. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On ramène pas de souvenirs de vacances du jeu de rôle qu'au final, c'était pas un hobby, un plaisir et quelque chose. Et qu'on n'a pas appris des choses au cours du voyage. Nous, on a des joueurs il y a un joueur à nous qui écoutera peut-être ce podcast et que je salue, qui s'est remis au dessin après avoir commencé Sens avec nous et qui nous a fait se remettre à la bijouterie aussi, et qui s'est remis à la musique et qui maintenant paye les cours de physique de Maxime en pendentif de Sens, et qui nous a illustré tous les personnages de sa table et puis des scènes et puis des éléments de costume et puis voilà. C'est incroyable. Et régulièrement. Et puis on pourra les poster éventuellement d'ailleurs. Ils sont sur les ateliers imaginaires, sinon je crois. Et j'en ai une autre qui me pond des pages de roleplay entre chaque partie parce qu'elle aime ça. Il y a plein de jeux de rôle, je trouve, qui motivent les joueurs à ce point, mais je sais pas, soit j'ai du bol et je suis tombé sur une communauté extraordinaire, mais j'ai l'impression que Sens, c'est un jeu qui peut. Mais alors pourquoi ? J'aimerais bien que vous qui connaissez le truc de l'extérieur, parce que je vois par exemple des jeux comme Dogs et tout qui sont d'excellents jeux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le meilleur jeu. Pour moi, Dogs, c'est objectivement le meilleur jeu de rôle au monde.
mon préféré c'est Polaris, c'est le paradoxe. Souvent on me dit ça, on me dit mais je comprends pas, t'es paradoxal. Alors Marie, tu dis que ton préféré c'est Polaris et que le meilleur jeu selon toi c'est Dogs. C'est pas parce que pour moi objectivement le meilleur jeu c'est Dogs que forcément c'est mon jeu préféré. Mais ce que je veux dire c'est que ce sont des jeux qui ne motivent pas autant de travail, Alors souvent sur les critiques de Sens, je voyais à l'époque où le jeu est sorti, c'est un jeu qui demande énormément de travail au MJ. Et au final, vous avez pas l'air de trouver que c'est un défaut du jeu, au contraire. Ouais. Je comprends pas ce qui fait que pour certains jeux, on va avoir cette fan-attitude et pour d'autres pas. Et je prends un deuxième truc et après je vous laisse la parole. Désolé, je monopolise un peu la parole sur ce truc. Non. C'est au cinéma, c'est pareil. Regardez Star Wars. Star Wars a fédéré des gens autour d'une créativité. Il y a un Wikipédia Star Wars. Il y a une espèce alors que par exemple sur d'autres films pourtant avec à succès, Jurassic Park, il n'y a pas de Wikipédia Jurassic Park et pourtant Dieu sait s'il y a eu il n'y a pas de Wikipédia Bienvenue chez les Ch'tis. Non mais c'est ça, ça que je comprends pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'un jeu va comme ça fédérer une communauté et créer autant de travail, et qu'est-ce qui fait que Morgane? Je pense que dans ce genre d'univers, que ce soit Star Wars, mais que ça peut être Sens aussi, il y a une vraie dimension psychologique qui est très importante, ne serait-ce que la création des personnages à Sens. C'est pas juste compléter des petites cases, mettre des petits points pour dire je suis doué en conduite ou j'ai du charisme ou je sais pas quoi. Les gens y mettent d'eux-mêmes. C'est le but du jeu. Ils y mettent d'eux-mêmes. Donc déjà quand ils acceptent de jouer à Sens, il y a une partie d'eux qu'ils projettent dans le jeu et ils vont s'auto-nourrir. Le personnage nourrit le joueur, qui nourrit le personnage, etc. Tu trouves pas que c'est valable de tous les jeux de rôle, ça? Tu vois, je trouve que dans l'univers de Sens, Maxime a pas l'air d'accord. Ah non, moi c'est pas du tout pareil. Je veux dire, je pense quand tu crées un jeu de rôle, quand tu crées un personnage de jeu de rôle, tu rentres des stats, des compétences, tu réfléchis en termes de qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors que Sens, c'est à partir des podcasts. Je sais pas si c'est directement dans la base parce qu'on peut pas séparer nous la base des podcasts, on a tout fait en même temps. Mais Sens te pousse à te poser des questions sur la psychologie de ton personnage, bien plus que sur ses capacités. Mais Dogs aussi, il me semble, et pour autant, j'ai pas l'impression Dogs est beaucoup plus minimaliste, j'ai envie de dire là-dessus, parce que tu mets quoi? Tu mets trois traits, tu fais un petit peu d'histoire. Généralement, tu fais de l'histoire de manière à ce que ça te soit utile pendant le jeu. Du genre, je me lie à machin parce que ça va m'être utile pour lancer des dés dans le jeu. C'est pas une critique de Dogs. Ce jeu a l'air très très bien. J'ai fait qu'une partie, mais à côté de ça, Sens. T'as vraiment au début, t'as du mystère. Tu sais pas à quoi ça va te servir tout ça. Et du coup, tu le fais avec toute l'honnêteté du monde. Tu mets des faits de celluli, tu mets des faits de simulacre. Et les scénars sont construits de telle manière à te laisser du temps. Même il y a les interparties, mais t'as le temps de développer ton perso, de développer ses liens. C'est comme une espèce de réalité virtuelle où ton personnage, tu seras récompensé même pour ça. Ça c'est pas mal ça. C'est vu que t'es récompensé au final dans ta qualité d'interprétation de ton personnage et dans son interprétation de sa psychologie, le système t'encourage à t'impliquer dans ce jeu. Et plus tu t'impliques, plus tu découvres qu'il y a des secrets, plus t'as envie de connaître la réponse, mais plus en fait derrière tu kiffes le fait de pas avoir les réponses. Tu adores le fait de te poser des questions. Ce jeu, il t'encourage il y a une dimension et le système l'encourage pendant le jeu. C'est vrai. Et en dehors du jeu. Je viens de me rappeler que dans Sens Renaissance, c'est bien précisé que les joueurs gagnaient de l'immersion à offrir justement le temps dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Exact. Dès qu'ils en parlent en dehors du jeu, ils commencent la partie avec des points d'immersion positifs. Exact. Et je trouve qu'il y a une relation, que ce soit entre le MJ, les joueurs ou les joueurs, leurs personnages, il y a une dimension qui est très intimiste ou très intime. Je sais pas quel est entre les joueurs et l'univers en fait. Je pense que c'est aussi sensible d'une façon différente dans des univers comme Star Wars. C'est que ça touche à des choses qui sont bien plus spirituelles. Je parle de psychologie, mais je pourrais aussi parler de spiritualité. Je parle pas de religion, attention. Bien plus spirituel, c'est des rapports au bien, au mal. C'est des rapports à l'autre avec un grand A. C'est comment on se place nous dans le monde en tant que conscience, en tant que sensibilité. Et c'est pour ça que Star Wars, la question de la force, du bien, du côté obscur, du côté lumineux, d'une certaine façon, ça
Je dis pas que Sens fonctionne sur le même mécanisme que Star Wars, mais... Alors, je vois ce que tu veux dire, mais quelque part, encore une fois, je pourrais te faire la même réponse que c'est la même chose dans Dogs. Ce que tu es en train de dire, c'est que dans Sens, il y a un propos qui touche à des problématiques existentielles, comme dans Star Wars. Et c'est vrai que dans Star Wars, il y a effectivement, même si on peut en rire, ça peut faire rire, ça peut prêter à sourire ce que je dis, mais c'est vrai. Il y a des vraies problématiques existentielles sur la colère, etc., sur la façon dont on tourne de côté obscur, notamment. Il y a cette ligne-là est très intéressante. Mais il y a ça dans Dogs aussi, il y a ça dans Polaris, et pour autant, il n'y a pas cette envie d'y donner autant de choses. Après, moi, je sais pas, j'arrive pas à traduire exactement ce que je pense avec des mots clairs, mais pour définir ce que je vois quand je visualise le monde de Star Wars, je visualise une sphère énorme, un truc qui a ouvert énormément de possibilités et qu'on voit de l'intérieur. Il laisse des pistes partout. Sans, c'est pareil. Une fois qu'on est dedans, on entrevoit. Ce jeu offre la sensation de n'entrevoir qu'une petite partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Dogs, non. Enfin, de ce que j'en ai vécu, tu vis une partie, tu vis un village, tu vis un truc. T'es un peu comme un dieu au-dessus qui visualise quelque chose et qui apprend des choses sur toi-même. Mais il y a pas le autour. Il y a pas cette espèce d'univers grandiloquent qui te pousse à aller plus loin et à t'investir dedans. Tu t'investis pendant la partie dans Dogs, comme un malade. Mais il n'y a rien dans le système qui t'encourage à t'investir dans le jeu en dehors de la partie. Je t'invite vraiment à jouer à Polaris de Ben Lehman, qui offre justement la sensation dont tu es en train de parler là. Vous y avez déjà joué peut-être? Non, du tout. Non. Et parce qu'il t'offre vraiment cette sensation là dont tu es en train de parler, et pour autant, il n'y a pas cet investissement autour du. Il faudrait que je teste, mais. Et donc, je sais pas. Bon, alors peut-être. Reprenons. Alors après, je dis, mais peut-être que c'est l'ensemble de tout ce que vous venez de citer réuni. Moi, je pense que pour le coup, les gens qui sont un peu au courant des propos que peuvent tenir, Forge et la cellule, etc., c'est que le système, pour le coup, porte vraiment ça. Dans Dogs, oui, il y a des problématiques existentielles. Oui, il y a un rapport au bien, au mal, à soi-même par rapport aux autres, etc. Mais le système est différent. D'accord. Mais c'était une parenthèse un peu utile parce que là, quand on entend en tout cas tout le travail que vous faites pour des parties de jeux de rôle qui vont durer 4 heures, c'est vrai que ça peut être très impressionnant, très incroyable. Mais en fait, je pense que chacun d'entre vous qui écoutez ce podcast, vous faites du travail comme ça pendant des heures pour des choses imaginaires. Je prends par exemple un exemple tout bête. Quand vous jouez à des MMORPG, quand vous jouez à des RPG, n'oubliez pas que vous êtes en train de dépenser du temps de votre vie pour faire au final qu'un petit objet informatique ou un petit programme vous dise que vous êtes passé du niveau 1 au niveau 2 et c'est exactement la même chose. Voilà, la parenthèse est terminée, puis on va pouvoir reprendre avec de la baston, paraît-il, parce qu'il y a une histoire de baston dans le jetage à deux. Alors non, quand on dit baston, c'est pendant la partie, les scènes de baston. Bien sûr. Ça a été alors non, les MJ ne se frappent pas pendant les parties à coups d'oreiller. J'espère. Non, on règle les problèmes ailleurs. Retournez pas la table de thé. C'est ça. En fait, c'est un match de catch, mais vous ne le savez pas. Ouais. Donc, pour les bastons, du coup, ça a l'air d'être super de maîtriser à deux. Je sais pas, au début ça partait un peu bizarrement parce qu'en fait, disons que bon, moi ancien MJ de Warhammer 40K, autant dire que au début en lisant Sens Renaissance, je me suis dit nous, on te l'a dit, on s'est senti un peu déprimé, genre bon, ça a pas l'air épico badass. Et en fait, dès qu'on a filé la répléoïde aux joueurs et qu'on a eu notre première scène de un peu d'action et de machin, on a fait ah ouais. Ok. On était là et on les voyait, ouais, je prends mon flingue et je leur tire dessus, on était là, mais c'est épique. Et en fait, on a, autant les règles elles sont minimalistes et du coup, on le joue avec. C'est-à-dire que nous, il y en a un généralement moi on va dire que, en tant que prof de physique, je suis assez doué avec les chiffres. Et du coup, pour ce qui est de compter les points, de comparer les runes, de compter combien ça fait un nombre de pouvoirs, c'est bon, ça je suis au taquet. Ah non, ça me fait trop chier. Voilà, Morgane, ça la saoule au dernier degré. Moi, j'ai une petite feuille avec mes PNJ qui ont leur point de vie à l'avance et je les coche au fur et à mesure. Je fais ça un peu à la one again, on s'en fout. Des fois, on s'en fout. Des fois, c'est important. Genre les grosses bastons, c'est important. Mais moi, j'aime bien scénariser les combats. Badasso épique. Et au début, j'avoue, alors Morgane va en parler parce que bon, moi au début j'avais un peu un côté hyper interventionniste où j'en décris trop. C'est-à-dire que le joueur me dit je vais l'attaquer de telle façon et moi je décris comment ça se passe. Alors moi j'avais peur que ça dérange les joueurs. Enfin, j'ai pas eu peur, c'est Morgane qui m'a dit ça dérange peut-être les joueurs, on en a parlé et au contraire, ils m'ont dit qu'ils adoraient le fait parce qu'eux ils savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Ils savent pas quelle liberté ils ont dans la description. Du coup, quand il y en a un qui me dit, oui, je l'attaque, je passe par derrière et j'attaque discrètement, et là, moi, je prends le relais, je dis, là, tu sors ton sabre, tu lui fonces dessus, et là, tu passes à côté. Est-ce que t'as une petite réplique à lui faire?
Et genre voilà ou machin derrière toi. Oh putain, puis en plus c'est trop épique, c'est trop Saint-Seiya-esque en fait. Globalement les ombres pouvoir, moi je les joue en mode pour Cosmo, vous allez pouvoir vous lâcher. Les ombres pouvoir, j'avoue que c'est en mode over badass avec tu vois l'adversaire qui pète le sol, qui te soulève au-dessus et bam en même temps tu te prends un éclair et zla qui t'arrive sur la gueule en même temps et là les mecs ils sont oh putain, quand ils ont vu Wilfried et Graveur se battre l'un contre l'autre, les joueurs ils étaient là oh merde mais qu'est-ce qu'on peut faire nous face à des trucs pareils et en fait pour le coup c'était très Senseiesque, c'est oh regarde il a utilisé telle technique mais je n'en reviens pas mais attendez. Et Morgane va peut-être vous parler de son rôle de double MJ parce que moi j'ai pas vu l'influence du double mejetage là-dessus mais peut-être que elle l'a vu. Moi j'ai juste vu des belles scènes. Peut-être que c'est en fait vu qu'elle gère la musique derrière et toute la côté technique. Moi je suis pas interrompu par ça et du coup je peux vraiment me lancer dans des descriptions. Je peux vraiment gérer nos joueurs pendant la scène de baston, on a vraiment à toi, ils discutent un petit peu entre eux, mais on les laisse pas discuter entre eux. C'est non, vous faites pas des stratégies de malade. Soit vous utilisez votre Cosmo pour faire des stratégies, et vous utilisez votre parole pour le faire, soit vous en faites pas. On veut pas voir comme du jeu de rôle avec les mecs qui discutent pendant 10 minutes pour savoir ce qu'ils vont faire. Non, c'est maintenant. Et on les presse, et vu qu'on les presse, ils réagissent à l'instinct. Ça doit augmenter aussi le côté pulp, épique, action, vraiment du jeu. Et puis l'immersion aussi, ça l'augmente. Morgane. Alors, si on n'a pas senti l'influence du double mejetage sur toutes les scènes de baston, moi je pense que c'est parce que s'il y a bien un point sur lequel on tâtonne encore en tant que double MJ, c'est la résolution de ces putains de scènes d'action. En fait, au début, j'ai vraiment laissé Max faire parce que j'ai pas du tout encore raconté des scènes, ça me va, mais gérer des scènes de combat, ça c'est quelque chose que si on l'a pas fait un peu une fois ou entendu des gens le faire une fois, c'est assez compliqué. Et puis donc je l'ai laissé gérer. Je trouvais qu'effectivement il avait tendance. Moi je suis pas d'accord avec le fait de prendre en fait l'ascendant sur les joueurs et de dire ok tu sais pas c'est pas grave je décris l'action pour toi. Je préfère, mais ça c'est mon point de vue, je préfère laisser un léger blanc pour forcer le joueur à aller jusqu'au bout. Parce que si tu prends les devants en permanence, certes il sait pas où il peut aller mais il explorera pas de lui-même. Bon. Ça, c'est mon point de vue sur le sujet. On peut encore faire évoluer notre façon de jouer. De toute façon, on évolue en permanence. Il y aura peut-être des commentaires, des gens qui me jettent à deux depuis des années, qui vous laisseront des commentaires en vous disant pour telle solution, faites ci, faites ça. Avec grand plaisir. Oui, on est très preneurs. Après, il y a eu une période effectivement un peu cacophonique où on a essayé de faire ce qu'on faisait dans le reste de la partie, c'est-à-dire gérer les scènes de combat à 2 MJ. En fait, ça marche pas. Se partager le décompte des points, on se contredit, on n'est pas d'accord. De toute façon, je fais de la physique, donc j'ai raison. Ça crée des temps morts. Ça crée des temps morts aussi peut-être où vous êtes en train de discuter technique de jeu. Non, alors ça non. Mais c'est vrai qu'on a la fiche du PNJ, par exemple Graveur, on avait fait sa fiche avec des petites cases à cocher. Puis à un moment, je veux en cocher une et Max me regarde, il avait l'air de dire non, tu coches pas et tout. Ouais, là, il y a des trucs sur lesquels ça peut rompre l'immersion, donc on laisse tomber. Moi, j'ai dit stop. J'ai fait très bien. Le système de son, c'est très bien fait parce que même quand on est deux, il y a moyen de se partager la gestion des PNJ dans les actions, des choses comme ça. Typiquement, quand il y a 2 quadrillas, chacun joue un quadrilla, on décrit toute l'action, mais j'ai décidé que de toute façon, vu que moi, ça m'ennuie passablement et que Maxime sait faire, c'est lui qui fera le décompte pour tous. Moi, je joue. Je dis, il fait ça, il dit ça, il machin, ce qui m'évite de m'ennuyer ce qui m'évite de m'ennuyer indéfiniment pendant les scènes d'action. Mais sinon, le décompte des points, c'est 1 MJ. Et on espérait pouvoir finir Renaissance avant d'entamer ce podcast. Finalement, c'est pas possible, on le fera la semaine prochaine. Du coup, c'est une technique. Spoiler, il y a de la baston à la fin. Alors il y en a au début, au milieu et à la fin, mais pas que. Et du coup, c'est une technique que je voulais tester pour le combat de fin de Renaissance, pour voir ce qu'il en est si on laisse le décompte à un seul et que le deuxième MJ se contente de logistique ou bien de densifier un peu l'ambiance, etc. Moi, je pense que ça peut marcher, mais à 2 MJ, un système de baston, il faut compter des points, même si on le fait au feeling, etc. Ça marche pas. D'accord, ok. C'est pas ça c'est un des points sur lesquels le mejetage à 2 est pas forcément hyper intéressant. Vraiment là où là on va se répéter, mais là où c'est un truc de fou, c'est sur les dialogues et sur la scénarisation quoi. C'est sur la mise en scène, la gestion technique et les dialogues. Là, le mejetage à 2, moi je trouve que j'ai beaucoup de mal à revenir au mejetage tout seul à partir de là, à jouer le schizophrène, à dire maintenant c'est machin qui dit, Faut se dire que quand on joue avec nous, il y a pas ça.
Il y a pas les trucs, il y a quasiment pas de hors-jeu. Il n'y a pas de didascalie. Il y a pas de petits trucs. Au fait, pendant la règle, c'est ça. Non. Non. Vous êtes le personnage. On respecte le propos de sens. Enfin, pour nous. Le propos de sens, c'est quand on joue à sens, vous êtes le personnage. Vous avez le droit à quelques questions de règles. Mais, il faut que ça reste minimaliste. Et les joueurs sont le perso. Enfin, les joueurs sont très immergés dans le jeu. Je sais que Fabien va me tuer parce qu'il aime pas ce terme. Mais, les joueurs, ressentent ce que le personnage ressent parce que face à eux, ils ont des MJ qui sont en fond dans leur PNJ. Et on change pas de PNJ en permanence. Quand ils s'adressent à moi, dans une scène où il y a Gladius, ils me regardent moi quand ils veulent parler à Gladius, et ils regardent Morgane quand ils veulent parler à un autre personnage. Tu viens de résoudre une interrogation que j'ai depuis des années, qui était, en fait, je trouve qu'avec l'âge, en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal à m'immerger dans le jeu de rôle. Et moi-même, en fait, je gagne en pudeur à force de vieillir. C'est rigolo. Alors que quand on était à la fac, on n'avait aucune honte à jouer à Saint Seiya, par exemple, puis à se lever, puis à gueuler nos attaques. Et puis aujourd'hui, avec l'âge, et en fait, je m'aperçois qu'en fait, si le MJ est bien dedans, comme lui, il est dedans, il a le droit de se mettre dedans, du coup, les joueurs, ils vont l'être aussi. Et là, vu que vous êtes deux, vous êtes dans une, comment dire, un cercle vertueux qui fait que vous êtes dedans de plus en plus. On s'encourage nous-mêmes, en se coupant la parole, en ceci, on force l'autre à revenir dans le jeu. Et surtout, on peut distiller, on en a peut-être pas beaucoup parlé, pourtant je trouve que c'est très important, c'est tout ce qui est, que malheureusement auditeur tu ne pourras pas voir, c'est tout ce qui est mimique. Lorsque deux PNJ discutent ensemble ou entament un dialogue avec des joueurs, ils se regardent et donc ils se montrent s'ils sont d'accord, pas d'accord, pas contents. Une petite moue de Maria à côté, voilà. Lorsque Solipsis parle, ça veut dire beaucoup. Voilà, quand Soren parle et que Maria à côté fait un peu la gueule, ça traduit plus que juste un discours en fait. C'est que tout d'un coup, il y a la psychologie de Maria qui est là derrière et qui dit putain Soren, je suis pas d'accord. D'accord. Voilà, c'est le jeu, le fait que le PNJ, c'est pas parce qu'il parle pas qu'il est pas là. Voilà. Et moi j'aime beaucoup faire bouder Wilfried par exemple. J'aime beaucoup faire bouder Wilfried parce que quand c'est Gladius qui parle et que Wilfried est là et qu'il est pas d'accord, Wilfried il fait franchement la gueule. C'est vraiment génial. C'est toutes les qualités que ça apporte, c'est incroyable. Il faudrait demander à nos joueurs, mais de leur retour. En fait, ça apporte une théâtralisation. C'est le mot que je cherchais. Aux parties et aux jeux. Je disais une géanisation tout à l'heure, en fait, c'est théâtralisation. C'est une théâtralisation. On l'avait trouvé, je l'avais oublié. Mais... Parce que quand on se lève, qu'on s'engueule, moi j'attends sens mort. J'attends qu'on y arrive, là, je veux qu'on finisse Renaissance et qu'on joue sans mort. Il y a des scènes, je veux les jouer, mais physiquement, je veux me lever, je veux que ça. Quand les PNJ tombent, je veux qu'ils tombent devant les joueurs, je veux qu'ils... on l'a déjà fait, les personnages, le premier scénar d'ailleurs, c'était le scénar qu'on a mis, le scénar de l'aveugle, où je finis à m'approcher d'eux, en jouant la personnage aveugle, et je m'approche d'eux, prêt à leur faire du mal, et les joueurs, ils doivent réagir au taquet, ils doivent me tirer dessus. Pendant ce temps-là, Morgane décrit, genre, ils s'approchent de vous, et moi, je m'approche d'eux. Sachant que tes joueurs s'étaient attachés à cet aveugle, en plus. Donc, c'est-à-dire que tu leur mettais une, comme si, ils se sentaient vraiment responsables. Voilà. Et du coup, quand ils l'ont tué, il y en a un qui s'est jeté sur lui pour le soigner, et du coup, j'ai dit, Morgane a fait barrière, Maxime, il est au sol, aide-le. Et du coup, il s'est mis au sol près de moi, il était là, ça va aller. Et c'est à ce moment-là, que j'ai fait la petite réplique de fin, en appelant le joueur par son vrai nom. Pour montrer que l'aveugle, il en voyait plus que ce qu'il aurait dû voir. Mais ça crée un truc parce qu'il est au-dessus de moi en train de me voir mourir et en train d'agoniser. Pareil, quand j'ai joué Graveur, j'étais à moitié, je levais les bras vers le ciel et j'étais en train de hurler vers le ciel, genre comme si je m'adressais à un dieu. Pour les auditeurs qui seraient curieux, allez voir quand même sur la chaîne YouTube de Morgane Altaïr parce que vraiment... Elle est pas en privé par contre j'ai fait on y a accès par les ateliers imaginaires. Je la mettrai éventuellement en lien. Je la mettrai éventuellement en lien parce que comme il y a des on scènes y a accès par les ateliers imaginaires. Ouais. D'accord. Donc sur notre truc qui s'appelle Chronique à double sens. Parce qu'en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, on sent que vous êtes dedans, mais à fond, et on imagine vraiment. Enfin moi, en tout cas, quand j'ai écouté les vidéos, je me dis, d'abord, c'est magnifique pour un auteur d'entendre ses textes lus. Ça fait vraiment plaisir de sentir. Vous n'êtes pas les premiers à faire ça, je vous dis, Shadow et tous ces joueurs, Yosei, Kram et plein d'autres que je salue, on fait ça et c'est vraiment magnifique. C'est un moment magique, quoi, d'entendre ça. Et donc c'est que tu fais du bon boulot, que ça donne envie de le faire. Merci Maxime. C'est vrai que tu fais du bon boulot là, vraiment. Tous ces membres-là des ateliers imaginaires, on leur doit beaucoup. C'est parce qu'on a lu leurs retours, notamment Mange Lune.
donc Vivien, qui a eu des super idées. Si on en est arrivé à faire des flashbacks, etc., c'est parce qu'il l'avait suggéré, qu'il avait dit que ça marchait vachement bien. Et ça a marché du tonnerre. Et voilà, et les retours, etc., de la communauté sont hyper importants. Pas simplement pour qu'ils nous disent oui, vous faites du bon travail, ça c'est pas, ça fait, non mais ça fait plaisir évidemment. Ça fait plaisir, mais même qu'on ait des il y en a qui nous ont engueulé sur ce qu'on a fait avec Classis, genre mais qu'est-ce que vous faites espèce de malade. Et pour nous, non, pour nous c'est Classis, il joue, il est là pour troller. D'ailleurs, c'est génial parce que qu'on troll. Les PJ, ils ont des théories sur les comportements de Classis parce qu'ils savent pas que c'est lui. Genre il y a un plongeur qui intervient au milieu de l'océan, un mec en pédalo sur un canard et que quand les mecs le voient pas, il fait fallait avoir plus en KO. Et là les joueurs du coup ils doivent rester dans le personnage, mais qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Et en hors-jeu, notre première table s'est pas posé de questions. La deuxième de Morgane était là, mais c'est quoi ça? C'est un troll du MJ, c'est l'auteur qui s'amuse. On leur dit si c'est dans la base, oui si tout à fait c'est dans la base, c'est dans Sens Renaissance dans le bouquin. C'est vrai qu'en fait il est présenté comme ça dans la base. Bah il est là, il a conscience. Voilà. Il sirote une orangeade dans un volcan. La scène du pédalo, elle est dans le livre. Ah oui. Non, c'est dans un podcast que vous avez entendu ça, le pédalo. À cause du Tardis, c'est un On met des références, genre pareil, à un moment en fait pour le coup de la maladie, c'est pour que le personnage qui était malade suite à la colline de glace soit pas complètement handicapé. Il y a un médecin qui lui a filé des pilules pour aller mieux. Et quand ils sont sortis de la salle, enfin lorsque son frère est venu le voir, moi j'arrive avec ma blouse et en faisant sortir dans une canne et j'arrive en boitant et il y a le mec qui fait qu'est-ce qui se passe docteur? Qu'est-ce qu'elle a? Je fais c'est un lupus. Et je me barre. Donc référence à Dr House, surtout que les joueurs, j'ai vu leurs yeux genre mais et moi je les guettais. Et on les guette, genre immersion négative. On joue avec eux quoi au passage. Oui, parce que là vraiment et lui il sert à ça. Classis c'est son but. Enfin pour nous, on sait pas la suite, mais de ce qu'on sait, pour nous c'est son but. On va reprendre le fil parce que je vous rappelle quand même que c'est un podcast non pas sur Sens mais sur le Meugetage à deux, voilà. Même si bon bah voilà, vous l'avez fait à travers Sens, donc on est un peu obligé de parler de Sens malgré tout, mais bon voilà. Donc vous mettez en dernier de votre développement l'interpartie. Alors où est-ce que dans l'interpartie le Meugetage à deux a des avantages? J'ai du mal à suivre. Alors, on voulait juste en parler en fait, mais. Vas-y justement. En fait, il y a quand même une notion de meugetage à deux, c'est-à-dire que ce meugetage à deux se retrouve dans l'interpartie parce que spontanément, quand les joueurs en interpartie, parce que nous on fait des interparties entre les sessions, parce que de toute façon elles sont trop éloignées les unes des autres, et que quand il y a 6 mois, 1 an, on veut les forcer à penser à autre chose que juste la partie, parce que pendant 1 an les gens ils font plein de choses, donc il faut que leur personnage fasse plein de choses. Bien sûr. Voilà, il faut qu'ils fassent plein de choses. Et spontanément, les joueurs vont s'adresser au MJ qui a la préséance sur le PNJ. C'est-à-dire que quand en interpartie, un joueur me dit je vais écrire une lettre à Solipsis, c'est à moi qu'il l'envoie. Et c'est moi qui lui réponds. D'accord. Quand un joueur dit je veux écrire une lettre à Gladius, c'est à Maxime qui l'envoie et c'est lui qui répond. Même si on se lit nos lettres les uns les autres. On discute entre nous derrière l'écran parce que nos deux PC sont à côté, mais mine de rien, il y a une espèce Vous envoyez des vraies lettres ou alors vous faites ça par mail? Mail. Ah putain, pour rassurer. Non, j'aimerais bien envoyer des vraies lettres. Mais pas à ce point-là, quoi. En plus, c'est pas en immersion parce qu'ils ont pas beaucoup de papier. Oui, non. Oui, en plus. Non, ils reçoivent ça sur leur réplique. D'ailleurs, ça a perturbé les joueurs. On leur dit, il y a pas beaucoup de technologie, mais il y a pas de papier. Et ils étaient là. Comment on fait alors s'il y a pas de PC? C'est des vieux PC. Si c'est des Minitel. Ouais, on leur dit c'est des vieux trucs. T'envoies ça sur Minitel, quoi. C'est ça. Et donc voilà, pour l'interpartie, c'était rigolo parce que le double meugetage s'est ressenti à travers leur comportement dans l'interpartie. C'était genre machin, qu'est-ce que t'en penses? Et machin. Enfin, ils demandent bien l'avis aux deux. Ils prennent pas la parole de l'un des MJ pour parole d'évangile. Oui, puis c'est un peu comme papa, il dit non, tu vas demander à maman. D'accord. Donc, quand papa Gladius il a dit non, ils vont voir maman Solipsis. C'est génial. Et génial. vu que c'est vraiment pas la même personne derrière l'écran, c'est pas la même, c'est pas la même façon de parler, c'est pas la même façon de se comporter, c'est pas la même façon de penser, quoi. Et nous, au passage, alors un truc qui soulage par contre, alors parlons des avantages qui font pas moins mal à la tête justement pour un meugetage à deux. C'est-à-dire que quand on est à deux, on a moins de personnages à s'occuper. Moi, j'ai eu 2-3 psychologies à intégrer. Michel, Gladius et machin. Je me suis pas trop intéressé à Soren et aux autres, ce qui fait que moi ça m'a libéré de la place dans ma tête. Et pour les descriptions, le jour où je suis fatigué, j'ai pas j'allais dire m'emmerder, je vais rester poli. J'ai pas eu à m'embêter à penser cette description, à imaginer tout. Il y a quelqu'un à côté de moi qui m'aide.
Et vu que je suis à moitié joueur, ça me décharge une partie de mon, on va dire qu'il y a mon hémisphère droit qui se calme. Et ça fait vraiment du bien des fois. Ça crée, en fait, à la fois on est crevé dans l'avant-partie parce qu'on travaille énormément, mais pendant la partie, ça se ressent avec un aspect zénitude et fluidité du jeu, même pour nous, qui est super agréable. Je vois la différence en ayant tenté de le faire tout seul. Tout seul, je suis stressé comme en cours en fait. Comme je donne un cours, je pense à tous les détails techniques qu'il y a derrière, tous les trucs que je dois faire en tel nombre de temps, qu'est-ce que je dois pas oublier. Alors qu'à deux, on se dit oh au pire il y a machin qui est là pour me le rappeler. Non mais c'est vrai, hein, mais c'est vraiment utile quoi. Flavie est revenue parmi nous parce que elle était. Flavie revient. Alors Fly, je te rassure. Tu sais quoi, on a fait une grosse digression pendant que t'étais parti. Ah, mais vous faites comme ça quand je suis pas là. Ça s'appelle l'esprit de contradiction. Flavie était partie nourrir Soren, qui est avec nous également. Dis bonjour, C'est trop mignon. Donc, voilà, le bébé cellule, comme disait Fabien dans un précédent podcast. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, donc on en a fini avec votre développement. Il y avait un dernier point du plan, c'est lecture de mort, importance des liens. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans votre plan? On a dit ça nous. Ah oui, c'est que on s'est rendu compte en lisant Sens Mort qu'il fallait absolument déjà dans Renaissance qu'on les fasse se lier. On a rafilé des faits gratos de liaison pour qu'ils se lient quoi. Et on leur a imposé. On a créé des PNJ partout. On les laisse libres de créer des PNJ. D'accord. On leur a dit clairement, si vous voulez créer un PNJ et vous lier avec lui d'une façon ou d'une autre. Nous, ça on le faisait aussi et j'ai complètement oublié d'en parler. Évidemment. Oh là là, tu viens de m'ouvrir tu viens de me mettre une baigne et en même temps d'ouvrir une porte dans ma tête. J'ai complètement oublié de parler de ça dans Sens Renaissance. Merde, on je le sais faisait. pas si t'as oublié. Si, je vérifie. Non, si, c'est sûr. Maintenant, tu le dis, ça. Donc, il faut que vous leur écoutez les podcasts. Écoutez des podcasts et collez-leur des liens. J'ai complètement zappé ça. Ouais, parce que ça, c'est hyper important. Alors que ça, nous, on le fait dans tous nos jeux de rôle classiques en plus. Ouais. Et donc, on leur. Mais par contre, c'est quelque chose. On s'est rendu compte quand on a lu Sens Mort et on s'est dit Dieu merci, on a lu Sens Mort pendant qu'on faisait jouer Renaissance, parce que sinon, on aurait manqué tout un pan du. Ouais, parce que voilà, le fait de lire, d'ailleurs, la plupart, bon, certes, on ne doit pas révéler plus que ce qu'il y a dans chaque rune, mais la lecture des suivantes, au moins de celle de la N+1, nous permet d'anticiper des choses. Rune plus 1. Rune plus 1. Non, ouais, c'est vrai, d'avoir lu Sens Mort, nous, ça nous a débloqué des trucs. On s'est dit bon, au début, on voulait jouer comme dans le bouquin, comme dans Renaissance. Alors, je vais éviter le spoil, mais dans Renaissance, Solipsis est très peu présent. Bon, on l'a dit que c'était une femme. Elle est très peu présente. On dit qu'elle est jamais au pôle sud. Elle est tout le temps à quoi ailleurs. À droite, à gauche. Et du coup, nous, on s'est dit, bah non, si on veut qu'il se lie à Solipsis, parce qu'on avait envie qu'il se lie à Solipsis, elle va être là plus souvent. Et donc, elle faisait des voyages régulièrement. Et comme par hasard, ça collait avec leur mission. Genre, au retour de Graveur, en apprenant ce qui s'est passé, elle a débarqué direct pour leur faire, s'il vous plaît, venez me voir. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous voulez en parler? Parce que apparemment, c'était mon rêve. Est-ce que ça va bien? Elle s'inquiète pour les joueurs. Elle les prend pour ses petits enfants. Et Gladius, c'est pareil. Gladius, nous, on le fait. Le mec, il connaît tout le monde. Dès qu'il croise quelqu'un, c'est, au fait, comment va ta femme? Comment t'en machin? D'accord. Et alors juste, je voudrais juste dire que c'est, encore une fois, c'est pas un podcast sur Sens. Je vous rappelle, pardon, c'est un double maîtrise. Excusez-nous, auditeurs. Désolé de vous interrompre. C'est beau d'entendre des joueurs qui aiment bien Solipsis, parce que c'est tellement rare. mais bon, voilà, c'est pas le propos. Je me permets de vous recadrer un petit peu. Pardon. Donc la lecture du bouquin N+1 aide beaucoup bien sûr. à bien gérer le megetage. Et les podcasts. Écoutez les podcasts. Surtout, écoutez les podcasts. Bah parce que mine de rien, les podcasts, c'est très utile quand on veut avoir du matériel sonore pendant les parties, parce que ça ouvre des portes de mise en ambiance qui sont énormes. Moi, Graveur, ça m'a sauvé la vie, le podcast du Graveur. D'accord. C'est comme ça que je me suis dit, faut que je mette de l'orchestre, parce que ça m'avait échappé à la lecture. D'accord. Et heureusement qu'il y a des gens qui podcastent là-dessus. Donc voilà, juste pour en revenir aussi, Mojetage 2, on en parle pour Sens, et maintenant on va arriver au bilan à la fin. Attention, transition magnifique, chers auditeurs. Et on va donc la fin de on va peut-être commencer par un petit bilan rapide, et après on vous parlera de l'application aux autres JDR, parce que ce serait une question d'ouverture. D'accord. C'est parti. Et je crois que Morgane s'agite. Morgane s'agite là. Qu'est-ce qui se passe? Alors le double megetage, c'est bon, mangez-en. Voilà. S'il fallait faire une conclusion ou un bilan, c'est vraiment bien. Maintenant que j'ai fait un peu des deux, moi toute seule et moi, et nous à deux.
Alors vous savez que techniquement, je devrais dire que à l'heure actuelle, tu dis c'est bon, mangez-en et tout, mais vous ne jouez pas à Sens. Oui. Parce que vous ne jouez pas avec le système de jeu de Sens. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire votre propre Sens là déjà. Et je vous invite juste comme ça, entre parenthèses, vous deux, à écrire un petit PDF avec vos techniques pour mettre en fan-made sur le site de Sens. On mettrait ça dans la partie des téléchargements, dire voilà le système de Sens pour 2 jeux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et moi, à mon avis, c'est carrément un autre sens. C'est-à-dire, faudrait carrément peut-être même donner un double nom, sens. Peut-être même m'envoyer ces documents et pourquoi pas les imprimer, je ne sais pas. Par exemple, faire vraiment un beau bouquin pour faire. Oula. Non, mais si, mais à mon avis, parce que vous êtes vraiment en train d'inventer un autre système. Et si je veux être vraiment cohérent avec tout ce que j'ai dit précédemment dans les podcasts, je dois dire que vous ne jouez déjà plus à Sens parce que vous ne jouez plus avec le système de jeu. Et donc ça, c'est quand même un peu perturbant. Tu me dis mangez-en, oui, mais moi je frôle l'indigestion là. Une tache d'acide bien violemment. Voilà, c'est ça. C'est que moi, personnellement, en tout cas, le jeu n'a pas été pensé pour ça. Et si je voulais faire un jeu pensé pour ça, il serait fait pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Le système serait là pour ça. Donc mangez-en, oui, mais pas à toutes les sauces. Pas forcément pour. Il y a des jeux pas qui sont forcément pas faits pour tout. Sens, mais c'est une technique qui vaut le coup d'être envisagée et d'être expérimentée, surtout quand c'est un peu malheureusement c'est le prérequis qui fait que. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez effectivement partager le rôle de MJ en confiance et en amitié. Quel prérequis ça nécessite d'être 2, de s'entendre très bien, voire d'être en couple pour nous, et en plus d'être fan de... Sans scoop. Et en plus, je sais pas si tu te rends compte, mais on n'a pas rencontré beaucoup de couples qui jouaient au jeu de rôle tous les deux. Le truc, c'est que moi... Je pense qu'il y a peu de jeux de rôle qui se prêtent à jouer en couple à 2. Or là, du coup, c'est une bonne contrepartie. Ok, il y a peu de jeux de rôle qui se jouent à 2, c'est-à-dire pendant la soirée, on fait quoi ce soir? On peut pas faire un jeu de rôle, il y en a très peu qui se jouent à 2. Par contre, on peut faire un jetage à 2 et ça, c'est un chouette truc de couple. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on regarde un petit peu les gens autour de nous, Fly, on s'aperçoit que beaucoup des rôlistes qu'on connaît, leurs femmes ne jouent pas au jeu de rôle, tout simplement. Fred et Magali ne jouent pas au jeu de rôle. Fabien et Alice ne jouent pas au jeu de rôle. Olivier et Amélie, je ne crois pas qu'elle joue au jeu de rôle. Cédric et Morgane ne jouent pas au jeu de rôle. Je vais pas citer tous les exemples. Il y a Adrien et Natacha qui jouent ensemble. Je sais pas. Colline et Simon. Et je suis pas sûr, et je pense que Colline et Simon auraient été intéressants pour le meurgetage à 2, parce que vu qu'ils ont, eux, créé un univers à 2, je me demande s'ils auraient pas été très très pertinents pour ce podcast. Je suis en train de me penser à eux, là, en même temps, et voilà. Mais en final, c'est pas si commun, en fait, les couples rôlistes. C'est pas si commun. Et en plus, partager la surpuissance du MJ, ça demande d'être dans un couple relativement sain, où on n'a pas une espèce de besoin de surpuissance qui est quand même le cas, même si c'est extrêmement réducteur ce que je dis. Mais c'est vrai que quand on est MJ, on a ce plaisir de la surpuissance. Faut dire ce qui est. Ça dépend quel genre de MJ tu es. Par exemple, moi en tant que MJ, pas du tout. Hein. Moi aussi plus jeune, j'étais comme ça, beaucoup moins maintenant, avec un peu plus de maturité, j'ai beaucoup moins ce. Pourquoi je dis ça? Excuse-moi, c'est pour reprendre ton truc, Morgane, c'est mangez-en, oui, mais pas à toutes les sauces, parce que tu vois, si tu mets ça pendant dans Oh. Merci. Michel. Je suis pas la seule à faire Michel des Denisot. Michel est parmi nous. Michel Cétra. C'est l'instant Cétra. Mais c'est ça, c'est-à-dire que si tu veux jouer à Dogs, je suis pas sûr que le double meurgetage soit permis. Si tu veux jouer à un jeu comme Polaris, c'est juste impossible puisque Polaris ritualise la position des gens autour de la table. Si tu veux jouer à Break in the Ice, le MJ me jeter à 2, ça n'a juste aucun sens parce qu'il y a même pas de meneur de jeu. C'est donc attention, c'est-à-dire que oui, peut-être pour les jeux de rôle classiques, le meurgetage à 2 peut se tester pour un Cthulhu par exemple, peut-être, et encore, j'en suis pas sûr. Moi non plus, j'en suis pas certaine parce qu'on a testé que sur Sens, mais en même temps, je pense que ce soit le meurgetage à 2, même pas forcément sur une campagne complète, sur une partie, ça n'empêche pas d'inventer un scénario sur lequel effectivement il y a énormément de dialogue, par exemple, énormément de dialogue ou ce genre de choses. Et c'était aussi pour éventuellement encourager les gens qui créent du jeu de rôle à, lorsqu'ils créent un jeu de rôle, soit construire un jeu de rôle qui soit spécifiquement axé sur le double meurgetage,
soit qui permettent cette possibilité, parce que c'est une expérience qui vaut le coup, même pour le MJ. Je trouve qu'on apprend beaucoup. Je dirais, faites le test. Amusez-vous à faire une partie dans votre campagne où vous êtes seul MJ. Proposez un jour à un de vos camarades. J'étais en train d'imaginer le mec à Saint-Méloire des Ondes. Voilà, vous êtes tout seul dans votre campagne. C'est parfait comme transition. Pensez à Cthulhu, me jeter H2. Il y en a un qui fait les monstres et l'autre qui fait les êtres humains. Pourquoi pas. Mais en fait, voilà, dire qu'il y en a un. Mais les monstres sont les êtres humains. Ne serait-ce que pour tester, voilà, je dirais pas un assistant technique, mais une personne avec qui vous allez partager votre autorité, juste pour une partie. Vous lui expliquez bien tout ce qui se passe. Au pire, c'est un ami qui s'y intéresse et imaginons qu'il soit MJ sur ce jeu de rôle ailleurs, avec une autre table, et vous avez envie exceptionnellement de créer quelques scènes où il y a énormément de dialogue, limite de la baston en direct devant eux, vraiment faire de la scénarisation. En fait, vous engagez un technicien limite qui peut vous gérer le son, ou vous le gérez pendant qu'il fait autre chose, et testez-le ne serait-ce qu'une fois. Je pense pas que ce soit hyper compliqué à intégrer dans une campagne en solo, de ramener une deuxième personne à la table pour faire des dialogues. Au contraire. Il le faisait déjà pour Sens. Encore une fois, Adrien et Shadow ont déjà fait des tables à double MJ, mais ils avaient deux tables. En fait, c'était Sens à deux tables. C'est différent. C'est bien différent encore. Je pense que ça n'a un peu rien à voir globalement. Donc, on a bien vu, je pense. On peut passer rapidement dans votre bilan. Vous aviez mis un peu tous les prérequis nécessaires pour que c'était des contraintes. Je pense qu'en vous écoutant, on les aura bien sentis. On va passer directement au bilan B, qui est la comparaison avec les tables solo. Alors, c'est pareil, on en a un petit peu parlé, mais c'est surtout toi, Morgane, qui, je pense, avait envie de parler de ça, parce que tu as fait du Sens en solo aussi après. Alors, du coup, tu as dû sentir la différence. Alors, quelles sont les différences, bien sûr C'est vrai que là, pour le coup, je fais vraiment du Sens, puisque je joue vraiment à Sens, puisque je suis toute seule avec 3 joueurs. Quelles sont les différences ? La première différence, c'est qu'effectivement, en termes de fluidité de l'action, de mélange des psychologies, de répondants entre les PNJ, bref, de rendre le jeu vivant, c'est autre chose. C'est plus difficile, ça demande une énergie complète, ça demande une énergie folle, voire pour le coup une vraie schizophrénie, pour que ce soit crédible et un peu dense, c'est vraiment fatigant. Ça demande certes moins de préparation en amont, parce que il suffit de relire le scénario dans le bus, et de l'avoir. Non, mais c'est vrai, et de l'avoir un peu en tête, c'est bon. Et tant qu'on a rangé les idées dans son cerveau, c'est réglé. C'est génial. Tu dis que ça demande moins de préparation en amont. Par contre, sur la partie, ça demande une attention de tous les instants. Faut faire attention au décor, à l'information qu'il faut donner, au timing, à l'intrigue, à la musique, au caractère d'un tel ou d'un tel. C'est autre chose. C'est ça. Donc, et en plus, ça empêche tout jeu de scène. Toute sortie de pièces, on peut même pas séparer les joueurs qui veulent éventuellement faire une petite action secrète, ne peuvent pas changer de pièce avec le MJ, parce que dans ces cas-là, on abandonne le reste de la table et l'immersion empathie. Donc, on peut même pas faire du cas par cas. En termes de théâtralisation, c'est très dommageable. Voilà, l'immersion est plus difficile, je trouve, à obtenir quand on est seul que quand on est deux. D'accord. Par contre, c'est vrai que pour ce qui est de pousser la réflexion, quand un joueur a laisser de la place aux joueurs. Ouais, c'est vrai que quand on est tout seul, on est plus facilement silencieux. Donc c'est plus facile de s'effacer derrière son écran et de laisser les joueurs discuter ou de faire exprès de ne pas leur répondre pour que eux-mêmes émettent des hypothèses. Quand on est deux, c'est la tentation de jouer en fait quand on est deux est beaucoup plus présente. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que à ma table, par exemple, les questions d'ordre métaphysique, philosophique, etc. sont venues beaucoup plus vite. D'accord. Elles sont venues beaucoup plus vite, elles se sont présentées d'elles-mêmes pendant les parties et puis en dehors. Et en fait, j'ai eu des débats philosophiques bien plus tôt et bien plus denses que sur notre table à deux. C'est dire à quel point Sens avait été bien écrit pour me jeter tout seul. Oui, c'est ça. Voilà. Et mais c'est pas pareil. Et après avoir fait les deux, moi je trouve que même si en termes de système, on est un peu en dehors du jeu. Je trouve que me jeter à deux, en tout cas sur Sens Renaissance, on verra sur Sens Mort, c'est vraiment bien. Ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'on n'a pas envie, malgré que vous ayez changé énormément
le système de jeu, quand vous me jetez à 2 sens tel que vous nous l'avez présenté là, on n'a pas envie de vous dire que vous jouez plus à sens, alors que d'habitude, parce que malgré tout, vous utilisez exactement le même système de résolution, vous utilisez le système d'immersion, il y a tout est. On a vraiment rien changé. C'est en tout cas, ce cas du MJ à 2, il va faire vraiment, moi en tout cas, il me fait déjà réfléchir, j'y ai déjà pensé. Moi, ça me fait des nœuds dans la tête, ça change, ça bouleverse un peu tout mon cadre théorique en fait. J'avais des idées bien claires sur ce que était le système de jeu, le système de résolution, puis je m'aperçois que ça chamboule. Là, j'avais des idées bien claires sur ce que c'était de jouer à un jeu ou de ne pas y jouer. Et là, avec votre histoire de MJ2, vous me chamboulez la tête. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et je ne sais pas si des gens dans les commentaires ou des gens comme Frédéric Sintès, qui je sais nous écoutent, peut-être qu'ils auront déjà des bribes de réponses et qui sauront déjà me répondre en fait. Parce qu'il me connaît tellement qu'il est dans ma tête en fait. Donc je pense qu'il va déjà savoir quoi me dire. Mais voilà. Après, la spécificité de sens justement très sur le rôle du MJ nous pose encore question. C'est quelque chose auquel on n'a pas répondu. Parce que dans Renaissance, c'est encore très simple parce que le postulat est encore assez simple. Il va se complexifier au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, et donc notre réflexion va devoir répondre à ces paramètres plus complexes. On espère que nos choix en fait de mise en scène ne vont pas. Alors moi, je sais pour lire vos rapports de partie, pour vous voir évoluer, pour voir les réflexions que vous développez, je peux vous dire que vous jouez bel et bien à sens et qu'il y aura vraiment moyen de non seulement, j'allais dire, de retomber sur vos pattes à la fin du jeu, mais même plus, c'est-à-dire d'y trouver une justification à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais écoute, on espère. C'est ça qui est. D'ailleurs, vous avez dû le sentir quand même à la fin de Sens Néant. Excusez-moi, juste sans spoil, vous avez dû sentir que c'était fait pour être finalement me jeter à 2. Il y a 2 entités, il y a 2 sens. Oui, c'est vrai. Il y a le sens. D'ailleurs, juste quand on a joué l'aiguilleur, alors ça c'était génial. On a dit qu'on faisait pas un podcast sur ça. Voilà. Et donc pour la partie suivante qui est d'ouvrir un peu ce sujet sur le jeu de rôle traditionnel. Le jeu de rôle traditionnel, puisque on va arrêter de parler de sens. Je vais laisser Max faire. Max. Alors, bam, allez, tiens, tu prends dans ta gueule. Le double me jetage, les enfants. La patate chaude. C'est ça de podcaster à 2. Non, mais des fois, c'est simple. C'est tiens, la patate chaude. J'ai pas l'inspiration des merdes de toi. Ok. Alors bon, là, j'ai dit tradi. Moi, ce que je dis aussi, c'est que Sens s'adapte bien au fait d'être me jeté à 2 parce que le système est souple. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de talent. Je pense qu'un jeu de rôle qui s'y rapporte, où il n'y a pas de prise de tête sur les règles, où il y a moins de prise de tête sur les règles que sur un jeu Edge classique, pour ne citer que. Je pense que ça peut s'y prêter. Je pense qu'on peut essayer, mais l'objectif, je pense que le me jetage à 2, comme on le disait, fait perdre avec des énormes guillemets, demande beaucoup de temps en pré-partie, mais temps qui est gagné en termes d'immersion pendant la partie. D'accord. Si votre objectif, c'est de faire jouer à vos joueurs, de faire vivre à vos joueurs une aventure et que le joueur soit en pleine synesthésie, qu'il soit qui vive son personnage, qu'il ait l'impression d'être à la place de son personnage, ça va marcher. Enfin, c'est un bonus indéniable. Si votre objectif, c'est de passer un bon moment avec des potes autour d'un jeu de rôle et de créer une histoire sympathique sans pour autant aller plus loin, je me demande si vous n'allez pas être frustré pour le coup de l'investissement temporel que vous avez mis dedans. Mais il y a plein de jeux de rôle où je pense que c'est l'objectif de créer donc des belles histoires, ou des gens qui veulent changer un petit peu leur JDR, qui en ont marre, qui veulent créer quelque chose, qui veulent impliquer leurs joueurs. Moi, c'est ce qui me manquait en fait pour impliquer les joueurs. Et c'est ça qui a fait que ça a marché. Là, je fais une théorie un peu à chaud, hein. Comme ça, une petite piste d'idée. Est-ce que finalement le meujetage à 2, c'est pas un meujetage qui se prête bien aux jeux dont le système défend une proposition créative simulationniste, au sens où le but c'est d'être dedans, d'explorer un canon, etc. Alors que si on est dans du narrativisme, si on est dans une proposition créative narrativiste, on va avoir plutôt tendance à vouloir prendre le contrôle de l'histoire, et donc les 2 MJ vont être, de par leur trop grande puissance, peut-être un problème. Et de même dans le ludisme, on n'a pas besoin d'avoir 2 MJ, puisque le but c'est de lutter contre un donjon, lutter contre un maître de jeu, ou être en compétence les uns avec les autres, et du coup 2 MJ ça fait 2 grosses pièces, là où nous on joue que des pions. Enfin, je sais pas comment l'exprimer rapidement, mais il y a peut-être un petit peu cette idée là, mais là je suis même pas sûr que ce soit bon, Frédéric sera peut-être pas d'accord, mais non, je pense que je vais me faire tuer encore. Mais je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, Romaric. Je trouve qu'effectivement, quand il s'agit d'inclure une dimension de réalisme,
le double meugetage, c'est vraiment quelque chose, qui peut faire. Alors attention, le simulationnisme n'est pas le réalisme, mais je vois ce que tu veux dire dans le réalisme. La crédibilité. La crédibilité. Voilà. Oui, on va utiliser ce mot-là pour ce qui est d'une dimension de crédibilité. Parce que c'est pas réaliste des mecs qui se battent au sabre. Oui, non, bien sûr. Donc pour ce qui est de la crédibilité, oui, ça c'est très utile. Et surtout, il faut que ce soit des scénarios qui soient guidés, qui soient écrits avec un début, une fin. Les jeux à secret, alors. Les jeux à secret, je pense que ça s'y prête très bien. Et plus particulièrement, excusez-moi, chers auditeurs, Sens, parce que les scénars. Comment ça nous rebattre les oreilles avec ça? Excusez-moi. C'est-à-dire que les scénars sont déjà écrits. Alors moi j'ai vu, comme je disais en préparation, que les scénars, plus ça va aller, plus il va falloir se débrouiller tout seul. Ouais. Alors nous on est contre, parce que déjà avec des scénars préécrits, on voit le boulot que ça nous demande en pré-prod. Si les scénars on doit les écrire en plus, ça va nous tuer. On l'a fait pour un, on l'a fait pour la clairvoyance. On l'a fait pour deux, on l'a fait. On a si pour l'autre, on l'a l'épreuve de la foi, on a modifié un autre à partir de. Enfin bref. Et du coup, ça nous demande Nous, on aime bien le fait que les scénars soient écrits. C'est-à-dire que si on veut que les joueurs soient dans une histoire où ils ont, en fait, la ligne directrice est claire et qu'ils veulent faire des choses autour et qu'ils veulent être vraiment immergés. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ce mot-là. Il y en a qui veulent vraiment dans la simulation. On les aide en étant à deux. On les aide et ils nous aident aussi. Et nous-mêmes, ça nous aide à nous deux pour être dedans. Parce que quand t'es MJ, comme je l'ai déjà dit, je me répète, excusez-moi, on a souvent la tête qui part dans 50 trucs parce que il y a plein de trucs à penser. Il y a les règles, il y a ceci, il y a l'avancée du scénar. Et à deux, on est déstressé. Alors que si votre objectif, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt de créer des jolies histoires. Typiquement, non, je peux pas dire typiquement prosopopée parce que le système de base il s'y applique pas. Mais prosopopée, par exemple, ça colle pas du tout au deux meugetage. Mais... Pas du tout. Ou les bacs à sable. Il faut que ce soit du jeu de rôle classique. C'est ça. Ah oui. Ouais. Et les scénarios dits bacs à sable, à mon avis, ça s'y prête pas non plus. Parce que qu'est-ce que les doubles meugeux vont faire quoi? Ils vont faire leur pâté de sable. Moment, ouais. Non, mais ils vont faire leur pâté de sable entre eux et puis ils seront incapables de se coordonner parce que de toute façon, ils savent pas. Vous êtes bien les premiers à me dire ça, vraiment. Parce que c'est-à-dire dans Sens Cosmos, c'est vrai que ce qui est prévu. Alors, il y a toujours les deux aspects. C'est-à-dire que dans Sens Néant, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que tu as une partie. Moi, j'ai très peur de la partie bac à sable. Et bac à sable, Sens Néant, en fait, c'est un bac à sable dans lequel tu as des parties scriptées. C'est pas ça. Si, je vois très bien ce que tu veux dire. Non, j'ai mis des extraits de parties. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je te présente le bac à sable et je te dis, bah voilà ce qu'on en a fait, voilà un extrait de partie qui te montre ce qu'on en a fait. Et dans Cosmos, je suivrai la même règle. Si Sens Néant, ça vous va, non, ça commence à être limité. On y est pas, donc on verra, mais moi j'ai très peur, a priori, parce que ça demande tellement de capacité d'improvisation qu'on ne peut pas tester, on peut pas envisager ce que les joueurs vont faire. Ça va nous demander une capacité d'improvisation en direct qui va peut-être se ressentir dans le jeu de scène. On pourra moins partir d'une scène à l'autre parce qu'on n'est pas au courant de ce que font les autres. Encore une fois, c'est alors un que jeu nous on qui a aime été bien conçu être au pour courant. C'est vrai que maintenant que j'y pense, les interactions très souvent sont un grand personnage face à un groupe de joueurs. Et l'interaction dans Sens Néant est vraiment pensée comme ça. C'est-à-dire que Sens Néant, c'est, j'ai envie de dire un peu comme Edouard Baird, c'est un peu des rencontres, tu vois. Ouais. C'est des rencontres. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, il y a généralement dans tes scénarios, il y a toujours un PNJ au moins avec les joueurs. Ouais. Donc il y a toujours une place pour le deuxième MJ. Graveur contre Wilfried. Dans la suite, je dis pas qui accompagne les PJ. Ouais, ça fait qu'il y a toujours la place pour deux personnes au moins. Okay. D'ailleurs, il y a un des MJ qui joue le mentor avec les copains. Bon, c'est toujours le cas, MJ en fait. Je suis en train de réfléchir, il me semble que c'est toujours le cas. Je me fais pas tellement de soucis pour Sens Néant, même si comme on n'y est pas, on peut pas savoir. Ouais. Éventuellement, si ça arrête de taper sur moi, connard. Si ça ne colle pas, on abandonnera le double meugetage pour les parties dites bac à sable et on y reviendra pour les moments extrêmement scriptés où effectivement l'immersion doit être là, notamment la fin de Sens Néant, mais je ne dis rien. On verra ça. Voilà. Bon, c'est intéressant. Et donc vous pensez que par rapport, en fait finalement votre question d'ouverture, on en a un peu discuté au tout début de la conclusion finalement. D'accord, ok. Donc c'est ça, c'est tous les jeux ne s'y prêtent pas forcément au final et attention à quand même ne pas trop tordre le système de jeu. Après, amusez-vous, j'ai envie de dire, si vous avez envie de tester. Tester, ça tuera personne d'essayer de le faire et ça tuera pas vos joueurs non plus. Et au contraire, si vous testez sur des jeux de rôle tradis et que ça vous fait envie, testez-le et venez nous en parler. Moi, il y a quelque chose que je trouve fascinant dans cette histoire. C'est qu'en fait, tout ce qu'on a dit, c'est le meugetage à deux, c'est difficile, c'est des sensations incroyables, mais c'est très difficile et c'est très coûteux en préparation. Et là, je me mets à la place des éditeurs qui nous écoutent ou des auteurs qui nous écoutent et qui se disent, mais comment diable faire un jeu dont le système de jeu est prévu pour deux meneurs
sachant qu'on va vendre notre jeu à 15 personnes. Et vous avez divisé par 2 les ventes. Exactement. Tu vends ça à 15 couples. Et voilà, quoi. Et tu vois, et au pire, parce que c'est ça, le chiffre, il est là. Moi, je pense que c'est franchement, si quelqu'un qui fait un système comme ça, c'est 15, franchement, je pense qu'il y a 15 ventes. Honnêtement. Après, oui. Ou alors les gens qui Après, c'est leur boulot quoi. de faire un truc qui peut se jouer seul et à non, deux. mais ça, c'est pas possible. Non. C'est comme la Nintendo 3DS où on dit, on va vous faire un truc en 3D, mais on pourra enlever la 3D et ça fera plus que de la 2D. Bah, du coup, on sert pas de la 3D, ça sert à rien, puisqu'en fait, et en plus, elle est moche. Pardon. Et en plus, donc voilà, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'une machine, elle soit faite pour faire quelque chose et qu'elle le fasse bien et que par ce média, on puisse faire des choses très particulières et des choses qu'on ne pourrait pas faire avec un autre média. Si tu dis aujourd'hui, non, faut qu'on fasse un jeu qui soit à la fois jouable pour un et pour deux, c'est, à mon avis, du coup, il y a plus aucun intérêt. Est-ce que tu comprends, Maxime, le point? C'est que pour moi, votre méthode de maîtrise, elle est super intéressante, mais commercialement parlant, elle est pas viable. C'est un suicide. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, justement, commercialement parlant, il n'y a qu'un indépendant qui peut faire ça. Indépendant, si tu nous écoutes, tu suicideras probablement ton compte en banque et ton comptable, mais tu auras eu le bonheur de savoir que des couples ont joué ensemble à ton jeu. Et que les joueurs ont été plus immergés que la grande majorité des joueurs. Il faut trouver aussi un moyen. Enfin, moi, en tout cas, ça me fascine tout ça, ça m'interroge. Il y a plein de questions que je me pose même sur le jeu de rôle. Je pense que ça laisse nos auditeurs sur plein d'interrogations à la fois théoriques. On n'a pas donné beaucoup de réponses. On a posé plus de questions qu'autre chose, mais en même temps, on a une expérience assez faible nous-mêmes parce qu'on ne fait que commencer. Théoriquement, c'est incroyable. Et puis, comme dirait Solipsis, on cherche encore. Voilà, il y a des choses qu'il faut mieux chercher. Voilà, chercher. Merci. La vérité ne se possède pas. Eh bien, merci à Maxime et à Morgane. On aura l'occasion de vous réentendre peut-être sur d'autres sujets même, parce que je crois que vous aimez pas mal le GN. On aura peut-être l'occasion de vous entendre encore sur d'autres sujets comme ça. Oui, allez, on va laisser nos auditeurs, déjà près de 2 heures de podcast, 1h45 de podcast, c'est déjà très très bien. À bientôt tout le monde, bonne semaine à tous, jouez bien, portez-vous bien, c'est ça qui compte. Merci Morgane, merci Maxime. Bisous. Râlez moins, jouez plus. À plus.